Bon, alors, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Euh, Bienvenue à Procure en parle. Alors, pour ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois, Procure est un organisme à part entière, comme la Fondation québécoise du cancer ou la Société canadienne du cancer, sauf que nous sommes entièrement dédiés au cancer de la prostate. Et comme l'information est le premier remède, Procure vous propose au moins à chaque mois un webinaire pour tout savoir sur ce cancer qui touche 12 hommes par jour. Et justement, en novembre, notre campagne de sensibilisation qui lutte avec style contre le cancer de la prostate grâce au port du nœud papillon a commencé plus tôt cette année. Et si vous avez le vôtre, eh bien, n'hésitez pas à le porter pour un webinaire avec style. Si vous ne l'avez pas toujours, vous pouvez vous le procurer sur novembre.ca et rendre hommage à chaque homme diagnostiqué. Pour ceux qui nous suivent, ce webinaire diffère des autres webinaires car d'une part, il dure 1h45 minutes et non 45-60 minutes. Et d'autre part, on ne parle pas d'une formule question-réponse, mais bien d'une présentation par notre spécialiste invité suivie d'une période de questions. Puis parlant de questions, bien, il sera important de les soumettre en utilisant le bouton QA au bas de votre écran et elles seront lues au cours de la période de questions comme telle. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du Fonds du cœur, bien sûr, mais également les laboratoires pharmaceutiques qui, grâce à un soutien éducatif, ont rendu cette soirée possible. Alors, tout d'abord, Astellas, présentateur officiel, de même que les copartenaires Janssen, AstraZeneca et Merck, tous impliqués dans le traitement des cancers de la prostate plus avancés et plus agressifs. Quand même, merci. Mais ce soir, on va plutôt parler du cancer de la prostate en général. Alors, peut-être avez-vous des préoccupations sur le dépistage, sur votre taux d'APS, une biopsie à venir, un choix de traitement à faire. Alors, le cancer de la prostate 101 avec le docteur Nawarana, qui est uro-oncologue et chirurgien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal, devrait répondre à vos questions. Alors, merci, docteur Anna, d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, je vous cède la parole et vous pouvez partager votre écran. Merci beaucoup, Marie-Christine. Est-ce que tu m'entends bien? Tout à fait. Très, très bien. Partager mon écran. Et est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit très, très bien votre écran. Super, parfait. Merci encore une fois pour l'introduction, Marie-Christine. Ça me fait plaisir d'être ici et de partager un peu d'informations sur le cancer de la prostate pour aider là, les patients à cheminer à travers toutes les étapes face au diagnostic, face au traitement. Donc, voici un aperçu rapide. On a quand même beaucoup de contenu à traverser. En premier, on va parler un peu juste d'un survol de la prostate, des maladies liées, les symptômes. Après, on va parler rapidement des facteurs de risque. Je sais qu'il y a déjà eu d'autres webinaires qui sont disponibles plus axés sur cette partie-là. J'aimerais ça m'attarder plus longtemps sur le dépistage et le diagnostic et finalement beaucoup parler aussi des options de traitement. Parce que je pense que c'est ça qui est vraiment aussi qui est un peu plus compliqué pour les patients souvent. Puis finalement, on finira avec la période de questions. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Premièrement, c'est quoi la prostate? Mais, en gros, c'est une glande sexuelle. C'est une glande qui est située quand même assez profond dans le corps, ce qui fait en sorte qu'elle est difficile à enlever quand il faut opérer, évidemment. Fait que c'est situé dans le bassin. C'est vraiment entre la vessie et l'urètre, puis c'est vraiment juste au-dessus du rectum. C'est fait de deux lobes qui entourent vraiment le canal où l'urine transite entre la vessie et l'urètre et le pénis, d'où ça peut donner des symptômes si jamais il y a des anomalies. Puis c'est aussi c'est le canal qui permet au sperme de sortir, d'où l'importance d'où étant glande sexuelle. Souvent, ça a une texture lisse qui est caoutchouteuse. C'est comme ça qu'on va regarder à l'examen physique. Puis la taille, ça varie avec l'âge, mais souvent, on dirait que ça va être une balle de ping-pong, mais qui peut prendre du volume avec l'âge. Donc, un adulte moyen, à peu près, va avoir une prostate d'à peu près, on va dire 4 cm de longueur, qu'on va la mesurer sur une imagerie ou on va la mesurer lorsqu'on va faire une endoscopie, ce qui va équivaloir à peu près à 20-30 cc, ou souvent on va parler de grammes aussi de pesanteur. Puis souvent,
avec l'âge, la prostate va grandir. Et elle peut monter jusqu'à 40 cc, ce qui est une prostate à peu près moyenne. Par contre, ça peut continuer à grossir. Ça peut atteindre 5 cm et même 7 cm. Puis ça peut atteindre des volumes vraiment, vraiment impressionnants. Comme on va voir, là, le volume n'équivaut pas toujours aux symptômes, mais souvent, il peut avoir un lien. Donc, les zones de la prostate. Premièrement, il y a la zone périphérique. C'est souvent la zone où il va y avoir les cancers les plus fréquemment, d'où l'importance de faire des fois le toucher rectal où on peut sentir ces cancers-là, parce que c'est vraiment la zone périphérique qu'on va palper. Il y a la zone de transition. Ça va être toujours la zone qui va entourer l'urètre, où ce que l'urine va passer. Il peut y avoir des cancers, mais c'est un peu plus rare. Puis c'est souvent dans cette zone-là qu'il va avoir l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est cette zone-là qui va s'agrandir et qui va causer les symptômes qu'on va voir un peu plus tard. Puis finalement, il y a la zone centrale qui va entourer souvent les canaux éjaculateurs. Ce n'est pas une zone qu'on palpe à l'examen physique, mais c'est une des zones où il peut y avoir aussi des cancers. Donc, le rôle de la prostate, donc, comme j'ai dit tantôt, c'est surtout un rôle au niveau de la sexualité et de la fertilité, plus précisément. Donc, elle va produire à peu près 80 du liquide éjaculé. Surtout, son rôle, le liquide qu'elle va produire, c'est que ça va protéger et nourrir les spermatozoïdes. Ça va fabriquer aussi une protéine qui est extrêmement importante, comme on va le voir dans le diagnostic, qui s'appelle l'APS, l'antigène prostatique spécifique, qui va permettre au sperme de demeurer sous une forme liquide pour pouvoir vraiment donner les meilleures conditions pour la fécondation. Elle joue aussi un rôle dans l'éjaculation, elle permet de se contracter, puis comme on a dit, c'est par là que les canaux éjaculateurs passent. Ce qu'elle ne fait pas, ça n'a pas de rôle vraiment dans l'érection. Ce n'est pas la prostate qui va induire les érections ou maintenir les érections. Comme on va voir plus tard, il y a des nerfs qui passent pas loin de la prostate, mais ce n'est pas la prostate en soi qui est responsable des érections. Donc, les différentes affections qui peuvent affecter la prostate. Bon, une prostate volumineuse ou il y en a une prostate joufflue, une grosse prostate. Bref, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une affection qui est extrêmement fréquente dans la société. Un homme sur deux, à partir de 50 ans, peut être affecté par ça. C'est un phénomène qui est naturel. Avec l'âge, toutes les prostates finissent par grossir un petit peu. Il y en a plus que d'autres. Puis, une bonne proportion des patients vont devoir être traités, soit par des médicaments, soit par une chirurgie pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il y a aussi l'inflammation de la prostate, qui est la prostatite. Ça aussi, ça affecte quand même beaucoup d'hommes. Un homme sur deux peut être affecté à un moment ou à un donné dans sa vie. Ça peut être aigu. Vraiment, prostatite aiguë, ça va être quelqu'un qui va se présenter avec des symptômes de douleur, de brûlure, de température. C'est vraiment une vraie infection urinaire, comme une infection de la vessie ou une infection ailleurs. Puis ça va être traité comme les autres infections, avec des antibiotiques. Il y a aussi la prostatite qu'on appelle plus chronique, qui est plus comme une pathologie qui est un peu plus difficile à définir. C'est plus des patients qui vont souvent présenter des douleurs dans la région prostatique, des douleurs à l'éjaculation, des brûlures, qui ne vont pas être nécessairement liées avec une infection. Il y a plusieurs hypothèses, qu'est-ce qui peut causer ça. Puis il y a plusieurs types de traitements qu'on peut essayer. Puis souvent, ça finit par rentrer dans l'ordre dans la majorité des cas, mais ce n'est pas une pathologie qui est extrêmement bien connue actuellement. Il y a plusieurs types de traitements qu'on peut faire. Puis finalement, le cancer de la prostate, qu'on va parler en long et en large, qui affecte un homme sur 7, qui est le cancer le plus fréquent chez les hommes, évidemment. Son incidence, ça augmente avec l'âge. Plus l'âge augmente, plus on a de chances d'avoir un cancer de la prostate. C'est souvent, malheureusement, un cancer qui est silencieux. Des patients qui peuvent avoir des cancers très avancés, puis aucun symptôme. Donc, c'est un peu, quand je dis malheureusement, c'est un peu plate parce que souvent, les patients ne sentent aucun symptôme, puis ils ne croient pas qu'ils ont un cancer, mais malheureusement, ça peut être le cas. Donc, d'où l'importance de parler de dépistage aujourd'hui. Les affections urinaires similaires, donc, on a parlé avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, il peut avoir des problèmes des voies urinaires, c'est-à-dire il peut avoir des symptômes de difficulté à initier la miction, difficulté à vider la vessie, on sent qu'on ne vide pas bien, ou ça brûle, on y va fréquemment, on urine souvent la nuit, ou carrément il peut y avoir du sang dans les urines dû à l'hypertrophie de la prostate.
une fois que la prostate s'hypertrophie, ben, elle devient très vasculaire, puis ça peut saigner. Quand on parle plus de prostatite, souvent, ça va être un peu les mêmes symptômes. Par contre, il va y avoir plus une composante de douleur. Puis comme je disais tantôt, une composante de température lorsqu'on parle de prostatite aiguë ou une composante de douleur à l'éjaculation. Fait qu'il y a plus cette composante-là dans la prostatite. Dans le cancer de la prostate, comme j'ai dit tantôt, bien, oui, il peut avoir des symptômes. Ça va être souvent quand la maladie va être très avancée localement, c'est-à-dire vraiment un cancer qui bloque les voies urinaires, ça. Puis de nos jours, je dirais dans les dernières années, avec le dépistage précoce, ce n'est pas la majorité des cancers, évidemment, qui vont être comme ça. Ça va être plus des cancers silencieux, comme on a dit tantôt. Donc, parlons un peu de l'épidémiologie du cancer de la prostate. Comme on a dit tantôt, cancer extrêmement fréquent. Chaque jour, 12 hommes au Québec vont être diagnostiqués avec ça. Ça représente 4300 Québécois chaque année. Malheureusement, plus de 800 patients vont décéder du cancer de la prostate. Souvent, il y a la notion comme quoi le cancer de la prostate, c'est bénin, c'est pas très dangereux. Oui, c'est vrai pour beaucoup, mais dû au fait qu'il y en a tellement du cancer de la prostate, ça reste que c'est la 3e cause de décès par cancer au Québec. Puis ça représente vraiment à peu près un cas sur 5 de diagnostic de cancer. Donc, bref, tous ces chiffres-là pour vous dire que c'est très fréquent dans la société. Donc c'est sûr que quand vous regardez autour de vous dans votre entourage, tous les hommes qui vous entourent, les amis, les collègues de travail, vos pères, vos frères, tout ça, malheureusement, c'est sûr qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui va être affecté un jour ou un autre du cancer de la prostate, d'où l'important d'être sensibilisé à ça. On passe à travers les facteurs de risque. Donc, désolé, je vais reculer. Donc, il n'y a pas beaucoup de facteurs de risque du cancer de la prostate. On sait que l'âge en est un. Puis c'est proportionnel. Donc, ça existe des cancers de la prostate 30 ans, 40 ans. C'est assez rare. Puis ça augmente avec l'âge. Ça, on le sait même avec les études d'autopsie, que rendu à 80, 85 ans, presque la majorité des patients vont avoir un cancer de la prostate. Mais comme on va parler plus tard, ce n'est pas tous les cancers de la prostate qui sont dangereux et qui nécessitent d'être trouvés, en fait. Un autre facteur de risque qui est important, c'est les patients d'origine africaine ou antillaise. Tous les patients de race noire ont malheureusement un plus haut taux d'incidence de cancer de la prostate, puis probablement même un plus haut taux de mortalité, donc un cancer souvent qui va être des fois un peu plus agressif. Le cancer de la prostate, c'est quand même un cancer qui est extrêmement relié aux gènes. Donc, les antécédents familiaux, ça peut être très important. Ce n'est pas un cancer que malheureusement les hommes ne parlent pas beaucoup de leur santé. Donc, souvent, on ne va pas le savoir clairement que notre oncle a été affecté ou même nos frères. Donc c'est quelque chose qu'il faut sensibiliser, mais c'est un cancer qui est familial. Donc, s'il y en a dans la famille, il faut des fois prendre des précautions, le chercher un peu plus tôt, le chercher un peu plus soigneusement. Il y a aussi des gènes qui sont connus, d'où l'importance de la famille, qui sont connus à augmenter le risque du cancer de la prostate. Quand on regarde l'âge, le pourcentage de nouveaux cas du cancer de la prostate dans les débuts des années 2010 à 2015, on voit clairement que ça augmente avec l'âge. Qu'est-ce que je veux montrer ici dans la diapositive, c'est que la grande majorité des cancers de la prostate, ils sont diagnostiqués entre 50 et 75 ans. Ça va aussi beaucoup avec le dépistage. Donc, on cherche beaucoup le cancer de la prostate dans cette tranche d'âge-là. Comme je vous expliquais tout à l'heure, les études d'autopsie ont montré que la majorité des patients en haut de 80-85 ans vont avoir un cancer de la prostate à l'autopsie lorsqu'on cherche, mais ce n'est pas souvent ces cancers-là qu'on va chercher. D'où quand on regarde la tranche d'âge de 55 à 75 ans, c'est là la majorité des cancers qui vont être diagnostiqués parce que c'est là qu'on va les chercher pour pouvoir prévenir les complications plus tard. Quand on parle d'histoire familiale, on voit qu'on a 3 fois plus de chances si on a un parent atteint, ça peut être un père, un frère ou carrément un fils. On a 5 fois plus de chances si on a 2 parents atteints. Puis c'est plus dans ces conditions-là qu'on va commencer à parler vraiment d'un cancer de la prostate qui est familial. Il y a aussi d'autres cancers qui sont importants quand on parle du cancer de la prostate et de la génétique associée à ça. Quand on a parlé tantôt des gènes, mais ces gènes-là peuvent aussi causer d'autres types de cancers. Il faut chercher aussi des cancers récurrents, du cancer du sein,
chez la mère, chez les sœurs, cancer des ovaires récurrent, cancer du pancréas en jeune âge. Tous ces indicateurs-là peuvent nous faire dire que peut-être il y a une composante génétique qu'on peut dépister chez ces patients-là. En gros, quand on regarde le cancer de la prostate, c'est des estimations. On peut dire qu'à peu près 50-57% du risque peut être associé à la génétique. D'où l'importance que je mets l'emphase là-dessus, que ça peut être important, la composante génétique. On a parlé de l'origine ethnique. Malheureusement, les patients de couleur noire, d'origine antillaise, sont un peu plus à risque. On parle de 2 fois plus à risque qu'un homme caucasien, qu'un homme blanc d'avoir un cancer de la prostate. Puis comme je disais, souvent, c'est un cancer qui a tendance à apparaître un peu plus jeune puis d'être un peu plus agressif. Heureusement, quand on traite le cancer et qu'on les compare stade à stade, souvent le taux de guérison est comparable. Donc, les gènes hérités, vous avez possiblement entendu parler avec la photo qui est ici du gène BRCA1, BRCA2. C'est un gène qui est très connu pour le cancer du sein, mais qui a été montré aussi d'avoir une bonne association avec le cancer de la prostate. Puis il y a plusieurs autres gènes qui sont en étude actuellement. Puis il y a même des traitements actuellement qui ont été approuvés pour cibler vraiment les patients qui ont des anomalies génétiques qui causent le cancer de la prostate. Je ne dirais pas que la majorité des patients qu'on va voir dans notre pratique vont avoir ces gènes-là. Fait qu'il ne faut pas trop être inquiet, mais s'il y a une histoire familiale très claire, il faut le chercher au tout de moins. Donc, l'alimentation. Moi, je crois beaucoup en l'alimentation. Puis, en fait, je pense que tout le monde croit en l'alimentation, évidemment, mais je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Pas juste pour prévenir le cancer de la prostate, mais vraiment pour les bienfaits, pour recevoir le traitement, pour rester en forme, pour recevoir les traitements plus tard. Je pense que c'est extrêmement important. Il y a certaines études qui ont montré que tous les aliments riches en viande rouge, tous les aliments comme la charcuterie, la graisse animale, les produits laitiers, en fait, c'est des aliments qu'on devrait probablement tous éviter dans notre diète le plus possible, même si ce n'est pas très facile, mais on devrait éviter ces aliments-là, pas juste pour prévenir encore une fois le cancer de la prostate, mais pour tous les bienfaits que ça a. Quand on regarde en Europe et en Amérique du Nord, on voit qu'il y a un taux plus élevé du cancer de la prostate comparativement aux autres. Puis quand on regarde plus les pays d'Asie, du Sud-Est, mais là-bas, le cancer de la prostate, c'est assez rare. Donc, on pense qu'il y a vraiment une composante alimentaire expositionnelle qui est probablement très importante. Puis on sait que les études d'immigrants, mettons, un patient, mettons, japonais ou chinois qui migre au Canada ou aux États-Unis, après une génération, probablement, ou 2 générations, souvent, le risque du cancer de la prostate devient similaire à une personne qui est née ici. Donc l'alimentation, l'exposition est probablement très importante. Par contre, il n'y a pas d'évidence claire. Souvent, les patients me demandent, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant, une fois que j'ai le cancer de la prostate, ou qu'est-ce que je peux faire pour prévenir? Il n'y a pas vraiment rien de spécifique qu'on peut leur dire. Outre de vraiment bien manger, éviter la viande, éviter les graisses animales, des choses comme ça, mais rien de spécifique. On sait que le surpoids et l'obésité, il y a une association avec le cancer de la prostate. En fait, probablement qu'on a plus de tissu adipeux ou on est un peu plus obèse, probablement qu'on a un taux de testostérone qui est souvent un peu plus bas. Puis on pense souvent que les cancers qui se développent dans cette condition-là sont souvent plus agressifs. C'est pas rare qu'on voit des patients un peu plus obèses qui se présentent avec un cancer de la prostate qui est malheureusement un peu plus agressif, qui devrait l'être pour l'âge. Il y a aussi la vitamine D qui a été pas mal étudiée. Il y a certaines études qui ont montré peut-être une augmentation du risque, mais d'autres qui ont réfuté ça. Il n'y a pas vraiment une association claire, mais c'est sûr que c'est qui les gens qui sont plus à risque de carence, mais ça va être les patients qui sont moins exposés au soleil, souvent les personnes plus âgées, les patients qui sont un peu plus foncés, ceux qui vivent plus dans le nord, en latitude, comme au Canada, comparativement plus au sud. Mais ce n'est pas clairement démontré. Il y a d'autres facteurs comme la testostérone. On sait qu'un cancer de la prostate a besoin de testostérone pour grossir. Puis on va voir plus tard qu'un des traitements, lorsque le cancer est plus avancé, c'est de supprimer cette testostérone-là. Il y a beaucoup d'études qui ont regardé, il y a des gens qui prennent plus des suppléments de testostérone, qui ça peut être pour multiples raisons que les gens reçoivent des traitements. On pense que
probablement que la testostérone, si on a un cancer, ça va aider à croître ce cancer, comme j'ai dit tantôt, mais ce n'est pas vraiment ça qui va causer le cancer. Donc, la différence, c'est entre causer et aider à croître. C'est sûr que si j'ai un patient, moi, qui a un cancer de la prostate, bien, je vais lui suggérer fortement d'arrêter ou de ne pas recevoir des suppléments de testostérone pour quelque raison que ce soit. Par contre, si un patient qui n'a pas de cancer de la prostate et qui me demande est-ce que je peux prendre de la testostérone, est-ce que ça va causer un cancer? Bien, je vais dire non, ça ne va probablement pas causer le cancer, mais on va surveiller de près pour être sûr que s'il y en a un qu'on n'a pas détecté, mais qui ne va pas croître rapidement. Il y a d'autres facteurs aussi, mais ceux que souvent les gens pensent qu'ils sont liés, comme l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais ça, ce n'est pas lié au cancer de la prostate. En fait, je dirais de façon anecdotique, je veux dire, souvent, les deux ne vont pas être ensemble. Je dis souvent parce que souvent, un patient qui va se présenter avec des symptômes urinaires, il va avoir de la difficulté à uriner, il va penser qu'il y a un cancer de la prostate, mais ça va être souvent l'hypertrophie bénigne de la prostate. Puis, de l'autre côté, les patients, comme je disais tantôt, qui ont un cancer de la prostate, n'ont souvent aucun symptôme. Fait que vraiment, l'HBP ou l'hypertrophie bénigne n'est pas un facteur de risque. Ceux qui ont une prostatite chronique, ça peut affecter des hommes de 20 ans, 30 ans. Puis souvent, il y a la question qui pose, c'est est-ce que ça va augmenter mon risque de cancer de la prostate? La réponse est non. Fréquence de l'activité sexuelle, on ne pense pas vraiment, mais il y a quand même quelques études qui ont montré que possiblement avoir quelques relations sexuelles par semaine, par mois, diminuait la chance d'être diagnostiqué avec le cancer de la prostate. C'est-tu vraiment un effet biologique? C'est-tu plus un effet que ces patients-là ont moins consulté, plus consulté? On ne sait pas, mais il y a quand même ces études-là. La vasectomie, c'est un autre gros sujet. Souvent, quand on fait des vasectomies, un des inquiétudes, c'est le cancer de la prostate. En fait, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un facteur de risque du cancer. Bon, les autres mythes qu'on peut tout de suite écarter, on n'attrape pas le cancer de son conjoint. Okay? Ça ne se transmet pas par le sperme. Le sperme, ce n'est pas radioactif non plus. On ne le guérit pas avec des produits naturels. Moi, je pense qu'il faut avoir vraiment d'essayer des produits. Je ne dirais pas que c'est la fin du monde, mais de faire que ça, puis de ne pas vouloir essayer les traitements qui ont été étudiés et établis, ce ne serait pas la chose la plus sécuritaire, à mon avis. Ça ne disparaît pas de lui-même. En général, un cancer de la prostate, quand il est là, il reste là, mais il y a beaucoup de cancers de la prostate qui ne grossissent pas rapidement. Tellement pas rapidement que souvent, dans le décours de notre vie, on finit par avoir d'autres problèmes, puis malheureusement, décider d'autres choses, puis on parle de 10, 20, 30 ans plus tard. Le cancer, il ne se transmet pas non plus à travers l'urine. Donc, parlons un peu de dépistage. Pourquoi dépister? On a vu tantôt, comme je vous ai dit, que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui souvent pas de symptômes, donc d'où l'importance de parler de dépistage. Donc, les questions qu'il faut surtout se poser soi-même, puis peut-être en parler avec son médecin, c'est premièrement, pourquoi je dépisterais? Bon, la question de pourquoi dépister, c'est pour, en fait, c'est essayer de prévenir les cancers avancés, essayer de ne pas décider de ça. Donc, ça, c'est une question importante. Il y a plusieurs études qui ont regardé est-ce que le dépistage, vraiment, ça aide au niveau de la mortalité? On va en parler. Qui dépister maintenant? On sait que le cancer de la prostate, c'est un cancer que, dans la grande majorité des cas, va évoluer de façon plus latente, c'est-à-dire qu'il va évoluer tranquillement, qu'il va prendre plusieurs années avant de donner des problèmes. Puis quand je dis donner des problèmes, ça peut se propager ailleurs dans le corps et même causer la mortalité. Donc, vu que ça prend beaucoup de temps à causer ces problèmes-là, souvent, les gens qu'il faut dépister, c'est souvent, ça va être les gens, comme je disais tantôt, plus autour de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Une fois qu'on dépasse le cap du 70-75 ans, le dépistage devient plus ou moins pertinent parce qu'un patient de 75 ans, selon l'espérance de vie, va vivre à peu près 10 ans, 10-12 ans. Donc, probablement qu'il n'aura pas le temps de développer les complications du cancer de la prostate. D'où l'importance de dépister chez les patients qui ont au moins une espérance de vie de 10 ans. Comment dépister? Il y a plusieurs façons de dépister. Il y a l'examen physique qui est facile, on fait ça au bureau, le toucher rectal. Il y a aussi la prise de sang, l'APS, qu'on va jaser un peu plus tard. Puis maintenant, il y a différentes modalités. Il y a les scans, il y a les IRM, donc il y a différentes façons. Après, on se demande qui observer, qui traiter, comment traiter. Ça, c'est toutes des questions qu'on va passer à travers dans la présentation.
Puis c'est très important parce que chaque cancer de la prostate que je dis à mes patients est différent. Il y a des cancers qui évoluent très lentement, comme je l'ai dit tantôt. Il y a des cancers qui évoluent un peu plus rapidement. Et des cancers qui évoluent très rapidement. Donc, une fois qu'on a essayé de déterminer où est-ce qu'on est dans ce spectrum-là, c'est là qu'on décide, bon, qui qu'on ne va pas traiter, qui qu'on va traiter agressivement, qui qu'on peut attendre un peu. On va parler de ça. Donc, le test de l'APS. Le test de l'APS est apparu, il a été étudié dans les années 80 puis est apparu en pratique au début des années 90. Ça a complètement changé l'histoire du cancer de la prostate. C'est quoi l'APS? C'est l'antigène prostatique spécifique. C'est une molécule, une protéine, comme j'ai dit tantôt, qui est produite par la prostate. Puis souvent, c'est produit en excès dans certaines situations. Les gens qui ont des grosses prostates, qui ont l'hypertrophie bénigne, souvent, ils vont avoir un niveau d'APS qui va être un petit peu plus haut que les valeurs normales. Il y a le cancer, évidemment, d'où la présentation. Il y a n'importe quoi qui peut stimuler la prostate. Juste un examen physique, mettons un toucher rectal assez important qui peut causer ça. Une infection de la prostate. Une cystoscopie, qui est un examen où on insère une petite caméra endoscopique dans le pénis pour aller voir la vessie. Donc, ça peut augmenter. Une sonde urinaire, mettons, vous avez une intervention, vous avez une petite sonde urinaire. Évidemment, une biopsie de la prostate, ça va faire beaucoup d'inflammation, ça va augmenter le niveau d'APS. Et même les relations sexuelles. Fait que si vous êtes pour aller faire votre APS, peut-être que ce serait mieux de ne pas avoir de relations sexuelles pour au moins 24-48 heures pour être sûr que ce ne soit pas faussement augmenté et pas avoir d'inquiétude pour rien. Qu'est-ce qui est aussi important dans l'APS? Ce n'est pas juste la valeur d'un APS. Parce que chacun a son niveau de base. Comme je disais tantôt, un peu souvent, ça va être selon le volume. Chacun a son niveau de base. Mais c'est surtout aussi la progression qui est importante. Donc, si vous avez un APS qui a été à une certaine valeur pendant plusieurs années, puis tout d'un coup, il se met à augmenter, bien, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a quelque chose de grave, mais ça peut nous donner un indice supplémentaire. Donc, c'est important de suivre l'évolution de l'APS. Puis il y a plusieurs calculs qu'on peut faire, dont le temps de dédoublement, et tout ça. Mais en gros, c'est vraiment de regarder la trajectoire de son APS. Souvent, on va en faire plusieurs à quelques mois d'intervalle, puis on va regarder la trajectoire, comme je disais. Lorsque ça augmente rapidement, c'est sûr qu'on est un peu plus inquiet qu'un cancer. Puis souvent, ça peut dire aussi que le niveau d'agressivité est un peu plus haut. Le toucher rectal. Quand on fait le toucher rectal, qu'est-ce qu'on regarde? C'est sûr qu'on regarde si on voit un gros cancer ou si on sent quelque chose de vraiment très inquiétant. Je dirais que la grande majorité, on ne va pas se sentir grand-chose. Peut-être qu'on va sentir une petite affaire, mais la grande majorité, ça va être rien d'inquiétant. Où ce que moi, je pense que le toucher rectal, c'est très important, c'est surtout pour voir un peu d'estimer c'est quoi le volume de la prostate de notre patient. Si un patient, on fait l'examen physique, puis on sent une très grosse prostate, qui est probablement due à de l'hypertrophie parce que c'est assez mou, c'est pas très induré, puis qu'il y a une prise de sang qui est juste un petit peu plus élevée, bien, on va dire, OK, ça concorde un peu le volume avec le niveau de la prise de sang. Par contre, le contraire, si on fait un examen physique, puis on sent vraiment une petite prostate ou vraiment qu'elle est plus dure, puis que la prise de sang est un peu plus haute, mais là, ça ne concorde pas. Là, il faut chercher un peu plus loin. Fait que ça aide beaucoup. Puis aussi, nous, comme chirurgiens, qu'on planifie notre chirurgie, bien, le toucher rectal, ça peut nous aider à savoir, bien, c'est-tu très dur, c'est-tu induré d'un bord ou de l'autre, mais il y a d'autres moyens, comme on va parler un peu plus tard, pour avoir plus d'informations que juste le toucher rectal. Fait que, premièrement, est-ce que vraiment ça réduit la mortalité de se faire dépister? C'est une question qui est importante, qui a eu beaucoup de controverses, je dirais, dans les derniers 10-15 ans. Les recommandations sont passées à faire l'APS à tous les gens de 50 et 70 ans, à arrêter de faire l'APS. Puis là, c'est revenu à une discussion avec le patient. Il y a quelques études, comme on peut voir ici. Le ERSPC, ça, c'est l'étude européenne qui a combiné vraiment toutes les études de chaque pays, puis qui a vu qu'il y avait un petit bénéfice, mais que ce n'était pas énorme, qu'il fallait vraiment dépister beaucoup de patients pour entre guillemets, sauver un patient après avoir fait un traitement. Il y a l'étude européenne, il y a la partie suédoise de cette étude-là qui s'appelle le Göteborg Swedish Trial, qui a montré vraiment un bénéfice marqué du dépistage avec l'APS. Finalement, il y a l'étude PLCO, qui est l'étude américaine, qui en fait, il n'a pas montré davantage du dépistage. Donc ça a créé beaucoup de controverses à savoir, est-ce qu'il faut dépister, il ne faut pas dépister. Un des problèmes de l'étude américaine, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui, une fois qu'ils sont sortis de l'étude ou de la clinique qui était dans l'étude, mais sont allés se faire dépister, même s'ils étaient dans
le côté qu'il ne fallait pas dépister. Donc, il y a eu beaucoup, qu'on parle d'études, il y a eu beaucoup de contamination. Donc, les deux groupes ils ont été dépistés finalement. Puis là, dans ces contextes-là, c'est difficile de trouver une différence entre les deux groupes si tout le monde, finalement, se fait dépister. Bref, il y a beaucoup de controverses là-dessus. C'est sûr que, tu sais, en étant un urologue, en voyant les patients, en voyant des patients malheureusement décédés du cancer de la prostate assez fréquemment, moi, je suis d'avis que le dépistage, lorsque fait intelligemment, c'est-à-dire dépister les patients, comme je disais tantôt, qui ont une espérance de vie en haut de 10 ans. Puis ça, ce n'est pas juste regarder l'âge. Malheureusement, il y a des patients très, très malades qui ont 60 ans, puis il y a des patients qui ont plus que 70 ans, qui sont extrêmement en forme, que le dépistage n'est pas nécessairement une mauvaise chose à faire chez eux. Donc, lorsqu'on fait le dépistage de façon intelligente, puis de ne pas biopsier tout le monde, de ne pas nécessairement traiter tout le monde, je pense que lorsque c'est fait dans ces conditions-là, mais moi, à mon avis, je pense que le dépistage sauve des vies. Puis quand on regarde vraiment le suivi à long terme de l'étude suédoise que je mentionnais tantôt, on voit qu'il y a vraiment une réduction de 44 de la mortalité. C'est une étude qui a été très bien faite. Les Scandinaves, ils font toujours de très bonnes études. Ça a montré que c'était positif, en fait, de faire le dépistage. Puis c'est ça. Donc, la conclusion, c'est vraiment de faire un dépistage, à mon avis, c'est efficace, mais de bien le faire. C'est surtout ça, c'est de bien le faire. On parlait tantôt de mauvais dépistage, mais qu'est-ce que ça cause si on dépiste tout le monde sans vraiment considération? Mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup de patients qui vont avoir un diagnostic du cancer de la prostate. Il va y avoir beaucoup d'anxiété face à ça. On va diagnostiquer beaucoup, beaucoup de cancers qui sont de bas risque ou même de très faible risque. Ça, c'est des cancers qui, en général, ne progressent pas, ne causent pas de problèmes dans le futur, ne causent pas de métastases, ne causent pas de mortalité, bien entendu. Par contre, causent beaucoup d'anxiété, causent beaucoup de traitements. Donc, je dirais qu'il y a 20-25 ans, la majorité de ces cancers-là étaient traités. Donc, il y avait de la radiothérapie, de la chirurgie, comme on va voir, avec tous les effets secondaires que ça vient. De nos jours, la très grande majorité des patients avec des cancers de bas risque et de très bas risque sont suivis de près pour être sûr qu'ils ne progressent pas, puis ne sont pas traités. Comme je disais, ça donne une anxiété inutile. La biopsie en tant que telle, ça a des risques, des saignements, des infections, des hospitalisations même. Donc, tout ça, ça a des coûts aussi pour la société. Donc, tout ça fait en sorte que il y a beaucoup de gens qui se sont mis contre le dépistage, et avec raison. Puis ça a obligé les urologues et tous les professionnels qui traitent le cancer de la prostate à trouver des moyens d'avoir un dépistage qui est plus intelligent, que je pense qu'on peut faire actuellement. Donc, comment dépister les gens de façon correctement? Mais premièrement, il faut avoir la conversation avec eux. Ce n'est pas tous les patients qui ont les mêmes buts dans la vie, qui ont les mêmes inquiétudes. Je dirais que ce n'est pas une discussion qui est facile avec le patient. Même les urologues entre eux, puis les associations de professionnels entre eux, des fois, ne sont pas d'accord. Fait que de demander à un patient de comprendre tout ça à l'intérieur d'une consultation, ça peut être difficile. Mais de juste un peu, des fois, savoir un peu ses priorités, ça peut nous aider en tant que professionnel à savoir si on le dépiste ou pas. Puis, une fois qu'on a la discussion avec lui, puis que le patient participe à ça, bien, souvent, il est plus à l'aise, puis il comprend plus un peu le résultat qu'il obtient, puis il est capable de faire une décision vraiment plus éclairée. Puis souvent, quand on est dans ces conditions-là, peu importe ce qui arrive, le patient va être heureux parce qu'il a vraiment pris la décision un peu avec vous, avec moi, de dépister ou pas. Donc, on sait que le cancer de la prostate est un problème très fréquent. La réduction de la mortalité, on sait que c'est possible si c'est bien fait. Puis souvent, le dépistage, c'est quoi actuellement dans le cancer de la prostate au Québec, je dirais? Bien, c'est de procéder à un toucher rectal puis de procéder à un dosage de l'APS. Une fois qu'on a un APS qui est élevé pour l'âge ou élevé pour le volume, comme je disais tantôt, bien, c'est là qu'on peut avoir une autre discussion avec le patient. Bien, est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on continue le suivi? Donc, pas à cause qu'on dépiste que nécessairement, il faut se rendre jusqu'au bout. T'sais, on peut commencer le dépistage, puis après, se rasseoir et réévaluer. Bon, question à se poser. Je sais que je suis à risque pour un cancer de la prostate. Donc, les questions que vous pouvez vous poser, premièrement, c'est est-ce que je suis prêt à subir une biopsie si je présente des signes? Donc, si souvent mon APS est élevé. Bien, on va parler de la biopsie tantôt, mais c'est sûr que ce n'est pas une procédure qui est extrêmement difficile à recevoir. C'est fait souvent en clinique.
Ça dure à peu près une quinzaine de minutes. Puis la grande majorité des patients vont bien tolérer. Mais il y a quand même quelques pourcentages de patients qui vont avoir des complications. Puis c'est important d'être au courant de ces complications. La deuxième question, c'est si jamais on me trouve un cancer de la prostate, mais est-ce que je serais prêt premièrement à le savoir, puis est-ce que je serais prêt à vivre avec? T'sais, vivre avec, ça peut être est-ce que je veux recevoir un traitement? Est-ce que je veux recevoir d'autres biopsies pour le suivre? Donc, c'est toutes des questions qu'il faut se poser un peu avant de dire oui, je me fais dépister. Comme j'ai dit tantôt, le cancer de la prostate, c'est extrêmement fréquent. Fait que, dès que vous allez discuter avec d'autres hommes de votre entourage, comme mettons vous êtes en âge de procéder à un dépistage, bien, probablement qu'ils ont eu la même réflexion que vous. Fait c'est quelque chose à discuter avec, oui, votre médecin, avec les infirmières de procure, justement, puis avec tout le monde de votre entourage, parce que ça va vous aider à décider. Bon, c'est quand qu'on parle de dépistage? Bien, en général, on sait qu'à partir de 50 ans, c'est là qu'on devrait en gros commencer le dépistage. Les études ont souvent regardé entre 50 et 70 ans. Il y a des petites variations là-dedans, mais en gros, c'est ça l'âge. Par contre, comme je disais tantôt, ça dépend un peu de l'espérance de vie si quelqu'un de très, très malade à 60 ans qui va probablement pas une espérance de vie de 10 ans, ça ne vaut pas vraiment la peine de lui donner l'anxiété de ce dépistage. De l'autre côté, un patient de 72, 73 ans qui est en extrême forme, bien, ça peut être pertinent pour lui aussi. Sinon, en bas de 50 ans, de plus en plus d'études qui montrent que si on commence à dépister plus tôt, des fois, on a une bonne indication de ce qui va arriver dans le futur. Puis je dirais aussi, surtout pour les patients qui sont plus à risque. Si vous avez eu quelques membres de votre famille qui ont eu des cancers de la prostate, si vous êtes de couleur noire, de race noire, bien, ça vaut la peine de dépister un peu plus tôt. Souvent, on va parler plus autour de 40 ans, 45 ans. La biopsie. On en a parlé un petit peu tantôt. En gros, la biopsie, ça peut être faite de quelques façons. Je dirais la façon qui est la plus commune au Québec, c'est la biopsie transrectale. Ça va être une sonde échographique. C'est un peu comme un gros doigt que je dis à mes patients qu'on introduit dans l'anus et dans le rectum. Ce n'est pas rentré très loin. Ce n'est pas comme une colonoscopie. Il n'y a pas besoin de préparation intensive avant ou la veille. Cette échographie-là, cette sonde échographique nous permet de faire des images de la prostate pour bien l'évaluer, la mesurer, regarder s'il y a des signes de cancer, puis de cibler nos biopsies pour vraiment échantillonner tout la prostate. Ça se fait assez bien. Comme je disais tantôt, ça prend à peu près 10-15 minutes. Il faut prendre des antibiotiques avant la biopsie. Puis souvent, une fois qu'on fait la biopsie, bien, on va avoir une réponse. Bien, y a-t-il d'évidence de cancer de la prostate sur la biopsie? Puis c'est quoi le grade du cancer? Ça prend à peu près 4-5 semaines à avoir le résultat de la biopsie. Donc, j'ai parlé un peu de ça. Il faut prendre des antibiotiques. Il y a quand même une analgésie locale. Je n'ai pas le pourcentage exact, mais je dirais que probablement 80-90 des patients vont très bien tolérer la biopsie. Je dis très bien, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on veut avoir à chaque jour. Ce n'est pas très le fun à recevoir, mais en général, ils vont sentir des petits picotements. Ça ne va pas faire très mal. Puis ils vont rester 10-15 minutes sur la table, puis ils vont se lever, puis ils vont partir à la maison. Donc, comme je vous disais tantôt, on fait des images de la prostate, puis souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à peu près, le plus fréquent, ça va être une douzaine de biopsies pour bien cibler toutes les régions de la prostate. Si on voit des lésions ou des régions un peu plus à risque, on peut encore biopsier un peu plus souvent là-bas. Puis on va biopsier ces zones-là. C'est sûr que plus de biopsies, bien, ça équivaut à un peu plus de risques. Les risques sont souvent, bien, les plus importants, ça va être une infection. Malheureusement, ça peut être juste une infection banale de l'urine qui est traitée avec des antibiotiques, mais ça peut aller avec une bonne infection dans le sang, hospitalisé pendant quelques jours, ça peut arriver. C'est assez rare. Différentes études. En gros, les pourcentages, c'est souvent autour de 1, 2, 3 % de chances que ça arrive. L'autre complication possible, ça va être des saignements. Une bonne partie des patients vont avoir un peu de saignement. Ça peut être un peu de saignement dans l'urine. Ça peut être un peu de saignement dans les selles, quand ils vont à la selle. Puis ça peut être du saignement dans le sperme. Ces saignements-là, ça peut être intermittent, puis ça peut durer des fois plusieurs semaines. Souvent, dans la grande majorité des cas, c'est léger, puis il n'y a pas besoin d'intervention, pas besoin de consulter. Par contre, dans à peu près 0,5, 1 % des cas, un patient sur 100, un patient sur 1000, il va avoir un saignement important. Il va se représenter à l'urgence, puis il va avoir besoin d'autres interventions. Sinon, les autres inconforts qu'on peut avoir, bien, ça peut être des douleurs.
Puis rarement, ça peut faire une grosse inflammation de la prostate, puis des fois même faire un blocage, une rétention urinaire, puis là, il faut consulter, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que la grande majorité des patients n'auront pas de complications. De nos jours, il y a d'autres examens qui nous permettent de diagnostiquer puis d'investiguer le cancer de la prostate. Il y a le scan puis la scintigraphie osseuse. Ça, c'est souvent des examens qu'on va faire une fois que le patient est diagnostiqué avec un cancer, pour être sûr qu'il n'y a pas eu de propagation, il n'y en a pas ailleurs, pour pouvoir mieux orienter notre traitement. Le troisième point, qui est la résonance magnétique, ou l'IRM, ou le MRI en anglais, c'est un examen qui est de plus en plus utilisé pour le cancer de la prostate. Il est utilisé à différents stades de la maladie, mais actuellement, son utilité, c'est souvent dans le diagnostic, puis c'est souvent dans le diagnostic chez les patients chez qui ils ont déjà eu une biopsie de la prostate. La biopsie s'est avérée négative, mais malgré ça, leur taux d'APS continue à augmenter. Malheureusement, la biopsie de la prostate, ce n'est pas 100 %. Moi, qu'est-ce que je dis à mes patients? Il n'y a rien de 100 % dans le cancer de la prostate. Tout a des avantages, puis tout a des désavantages. La biopsie, on a parlé des avantages. Un autre des désavantages, c'est que ça ne va pas capter tous les cancers. Malheureusement, il y a un bon pourcentage de patients que, malgré que la biopsie est négative, peuvent quand même avoir un cancer. Comme je disais tantôt, on va cibler différentes régions, mais ça se peut que 2 aiguilles, une à côté de l'autre, passent à côté d'un cancer. D'où l'importance d'utiliser l'IRM ou la résonance magnétique. C'est encore en utilisation croissante, je dirais, au Québec. Ce n'est pas tous les centres qui sont encore habitués à utiliser cet examen-là pour cette indication-là, pour la prostate. Par contre, ça va nous permettre de voir, y a-t-il des lésions dans la prostate qu'on a potentiellement manquées à la biopsie. Puis là, lors d'une prochaine biopsie, il y a différents programmes ou différents instruments qui peuvent nous aider à cibler nos biopsies pour aller vraiment cibler la région qui a été vue à la résonance magnétique. Donc, ça joue un rôle de plus en plus important. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est quelque chose qui va être là présent dans le futur. Donc, une fois qu'on fait la biopsie, on a un diagnostic du cancer de la prostate. Là, l'important, c'est de savoir c'est quoi le grade et c'est quoi le stade de notre maladie. Le grade, c'est comme un peu l'agressivité. C'est vraiment quelque chose qui est évalué par le pathologiste. Quand il regarde les lames, il regarde les cellules du cancer, il peut nous dire, OK, c'est tel grade. Il y a 2 classifications que moi, je dis à mes patients, soit sur 5, qui est plus simple à comprendre, ou soit sur 10. Celle-là sur 5, c'est assez simple, comme vous voyez dans le tableau, ça va de 1 à 5, 5 étant le plus élevé, puis 1 étant le plus bas. Celle-là, l'échelle sur 10, qui est la deuxième colonne, c'est une échelle qui commence à 6. Souvent, quand on dit aux patients 6 sur 10, ils sont très inquiets au début, mais on leur explique qu'il n'y a rien de plus bas que 6. Puis ça, c'est pour différentes raisons qu'il y a eu ces échelles-là. Puis quand on regarde, beaucoup des cancers qui sont diagnostiqués de nos jours, c'est des grades 6 sur 10. Ça, c'est un cancer qu'on appelle de bas risque. C'est un cancer qui n'est pas dangereux. Puis plus qu'on monte, on parle d'intermédiaire favorable, intermédiaire défavorable, élevé puis très élevé. Moi, souvent, qu'est-ce que je dis à mes patients pour simplifier les choses au début? Je leur dis, le cancer est souvent classifié en 3 grosses catégories. Il y a soit le bas risque, l'intermédiaire puis le haut risque. L'intermédiaire, c'est une catégorie qui est quand même assez large. Donc, il y en a dans l'intermédiaire qui vont se rapprocher du bas. Ça va être les intermédiaires favorables. Puis il y en a dans l'intermédiaire qui vont se rapprocher plus du haut. Ça va être les intermédiaires défavorables. Puis après, il y a le élevé puis très élevé. Puis ça va souvent pouvoir nous guider à savoir comment traiter ces cancers dans la prostate. Le stade, maintenant, c'est vraiment de savoir le cancer localement, il est-tu juste, est-ce qu'on le sent bien d'un côté de la prostate? Est-ce qu'on le sent des 2 côtés? Est-ce qu'il est sorti de la prostate? Est-ce qu'il a commencé à sortir et à envahir d'autres organes autour de la prostate? Puis le scan et la scintigraphie que je vous ai dit tantôt pour évaluer, est-ce qu'il y a d'évidence que le cancer s'est propagé à des ganglions? Est-ce qu'il s'est propagé aux os plus loin? Et une fois qu'on a tout fait ces examens-là, puis on a une bonne idée, on est capable de savoir c'est quoi le grade, puis c'est quoi le stade de notre cancer. Une fois qu'on a ça, on classifie nos cancers en différentes catégories. Il y a différentes classifications possibles. Puis celle-là, c'en est une qui est probablement la plus utilisée. Quand on combine le stade, l'APS et le grade, souvent, on peut rentrer dans une de ces cases-là, puis là, savoir c'est quoi notre risque. Puis une fois qu'on sait c'est quoi le risque du cancer de la prostate, là, après, on utilise c'est qui le patient, il a quel âge, c'est quoi ses problèmes de santé, puis là, on peut y orienter le meilleur traitement selon nous. On va parler un peu des traitements un peu plus tard.
Fait que tantôt, comme j'ai dit, beaucoup de patients qui sont diagnostiqués avec un cancer de bas risque. Fait que ces patients-là, la majorité de ces patients-là ne seront pas traités. Puis même les gens avec des cancers, je dirais même intermédiaires, mais plus vieux, un peu plus âgés, ce n'est pas nécessaire qu'on va les traiter. Fait avoir un diagnostic du cancer de la prostate, ce n'est pas nécessairement qu'on va être traité. Ça va dépendre de notre âge, de notre état de santé, de notre espérance de vie, puis vraiment du type de cancer, puis aussi actuellement de ce qu'on veut de la vie. C'est quoi nos valeurs, c'est quoi qui est important pour nous. Ce n'est pas une décision qui est facile. En général, la grande majorité des cancers de bas risque puis de risque intermédiaire favorable, souvent quand on va les détecter tôt, bien, ça va être des cancers qui vont être contrôlables pour plusieurs années. Puis souvent, c'est des cancers qu'on peut contrôler pendant 10-15 ans. D'où l'importance encore de bien évaluer son patient. Puis ça, ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile à faire, de pouvoir se projeter 10-15 ans dans la vie de notre patient puis savoir de quoi il va avoir de l'air sa vie selon son état de santé actuel. Tu sais, les choses peuvent changer, tout ça. C'est pour ça que le traitement du cancer de la prostate, c'est ça surtout la particularité qui le rend un peu plus compliqué. Fait que bon, comment on choisit? Tantôt, on a parlé selon le stade, le grade, l'âge, l'espérance de vie. En général, si un cancer il est localisé, c'est-à-dire qu'il est vraiment au niveau de la prostate, il n'a pas commencé à sortir de la prostate, il ne s'est pas propagé ailleurs, bien, en général, s'il n'est pas trop dangereux, bien, on va juste le surveiller. Okay? Fait que, surveiller, il y a différentes recettes. Chacun surveille un peu à sa manière, mais souvent, ça va comporter une autre biopsie. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans. Tout dépend des caractéristiques. Si le patient il y a un cancer qui est un petit peu plus agressif ou le patient veut vraiment être traité, bien, il y a l'ablation de la prostate ou la chirurgie qui s'appelle la prostatectomie radicale. Ça, c'est vraiment fait par un urologue. Sinon, si on ne fait pas de chirurgie, bien, il y a la radiothérapie. Il y a différentes formes de radiothérapie. Il y a la radiothérapie externe, où vraiment c'est des rayons de l'externe, ou il y a la crurithérapie, où c'est des petites billes radioactives qu'on va mettre dans la prostate, qu'on va parler. Puis ça, souvent, dans plusieurs cas, ça va être associé à une hormonothérapie. C'est quoi l'hormonothérapie? C'est des injections, souvent, sous forme d'injections, comme je disais, qui vont faire en sorte que notre niveau de testostérone va être très bas. C'est un peu une castration. C'est une castration chimique, en fait, qui souvent va être associée avec la radiothérapie pour les cancers localisés. Si le cancer il est métastatique, c'est-à-dire si le cancer s'est propagé ailleurs dans le corps, bien, souvent, on ne parlera pas de chirurgie, mais plus d'hormonothérapie, c'est-à-dire, encore une fois, des injections. On peut aussi parler de chimiothérapie lorsque c'est des stades encore plus avancés. Récemment, même chez les patients qui ont une maladie ailleurs, ça peut être un peu contre-intuitif, pas chez tous les patients, mais chez certains, ça a été montré des avantages de faire de la radiothérapie sur la prostate. Puis on peut même faire de la radiothérapie sur les sites où il y a de la maladie ailleurs. Souvent, ça peut être pour la douleur ou pour des symptômes, mais ça peut être aussi possiblement pour aider à prolonger le contrôle du cancer. Puis il y a plusieurs essais cliniques que vous pouvez discuter avec votre urologue. Donc, les options. Ça se répète un peu, mais en général, si on est de faible risque, on va soit faire la surveillance, soit faire de la crurithérapie, les petites billes que je disais tantôt, soit se faire opérer, prostatectomie, ou de la radiothérapie. La grande majorité de ces patients-là ont une visée curative, c'est-à-dire qu'ils vont guérir de leur cancer. C'est pour ça qu'on les traite. S'il y a un risque intermédiaire, ça va être à peu près les mêmes options, OK, à quelques différences près. En général, un risque intermédiaire, à moins que le patient soit un peu plus âgé, un peu plus malade, on va souvent recommander un traitement. Le traitement peut être sous forme de chirurgie, la prostatectomie. Ça peut être sous forme de radiothérapie. Dans ces cas-là, des fois, on va rajouter l'hormonothérapie. Sinon, ça peut être de la radiothérapie avec les petites billes aussi. C'est différentes combinaisons. En gros, ce que je vous dirais de retenir de ça, c'est qu'en général, un cancer intermédiaire, si on est dans un âge entre 50 et 70 ans, je dirais que la majorité des patients vont être traités, que ce soit par chirurgie ou radiothérapie. Puis encore une fois, ça va être une visée curative. Vraiment, le but, c'est de guérir les patients ici. Par contre, si on tombe dans le haut risque, je dirais que les options sont quand même pareilles, mais ça devient des fois un peu plus combiné parce que des fois, il faut un peu plus compliqué parce que des fois, il faut combiner les traitements. Ça se peut qu'on vous dise, bien, on va vous opérer, puis ça se peut qu'on vous offre la radiothérapie après, ainsi de suite. Donc, ça reste à peu près les mêmes options en gros. Donc, on a une maladie à haut risque. Puis ça, on parle encore des cancers
localisés, c'est-à-dire des cancers qui sont au niveau de la prostate, qui ne sont pas sortis ailleurs. Ça va être la prostatectomie puis la radiothérapie, encore une fois. Puis je dirais qu'il y a une bonne proportion des patients qui vont être guéris. Malheureusement, il y a quand même une proportion des patients qui vont récidiver. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le cancer de la prostate? Puis je dis toujours, on va en parler plus tard, mais c'est vrai. Ce n'est pas tous les patients qui vont récidiver de leur cancer qui vont nécessairement en mourir dans le futur. Des fois, on peut récidiver plusieurs années après notre traitement, puis ça récidive tellement lentement qu'on finit par mourir avec ça de d'autres causes. Malheureusement, avec toutes les controverses que je vous ai dit tantôt sur l'utilisation du dépistage, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de se faire dépister, il y a beaucoup de médecins qui ont arrêté de dépister les patients parce que, d'une certaine manière, ça causait plus de tort. D'un autre côté, il y a certaines études qui ont montré qu'à cause de ça, possiblement, on a vu plus de patients dans les dernières années qui se sont présentés avec une maladie métastatique. C'est-à-dire, malheureusement, un patient qui se présente d'emblée, que ce soit avec des symptômes ou non, avec un cancer qui est déjà propagé ailleurs que la prostate. Ça peut être dans les ganglions, ça peut être dans les os ou dans d'autres organes. Je dirais qu'actuellement, en 2020, la grande majorité de ces patients-là, sinon la totalité, vont probablement décéder de ce cancer-là, souvent si on diagnostiquait plus jeune. Par contre, c'est un cancer qu'on peut contrôler pendant plusieurs années. Puis il y a différentes façons de le contrôler. Il y a l'hormonothérapie, comme je disais tantôt, c'est souvent sous forme d'injection. Dans les dernières années, les derniers 10 ans, on a vu l'apparition de ce qu'on appelle l'hormonothérapie avancée. Ça va être souvent sous forme de pilules. Puis ça va être combiné avec l'hormonothérapie standard. Puis encore une fois, ça peut contrôler la maladie longtemps. Dans certains cas, on va utiliser la chimiothérapie qu'on utilise pour d'autres cancers. Puis aussi, comme je disais tantôt, même la radiothérapie sur les métastases et même sur la prostate. Tout ça dans le but de contrôler la maladie. On ne parle pas vraiment de guérison ici, de contrôler la maladie. Fait qu'encore une fois, pour se répéter, le choix il y a tellement de critères qui vont affecter nos choix, selon le type du cancer, selon vos problèmes de santé, votre espérance de vie, selon les avantages, désavantages, les effets secondaires, puis selon vos préférences aussi. Parlons un peu plus en détail du traitement du cancer localisé. Ça, c'est une partie qui est quand même assez difficile pour moi et pour les patients, d'essayer de vraiment leur parler des options. Puis malheureusement, la majorité de ces patients-là, c'est quand même des patients assez jeunes, des patients qui n'ont jamais été malades souvent. Fait que de faire face à une telle décision, ce n'est pas facile. C'est pour ça que souvent, il faut s'informer, il faut aller lire là-dessus, puis il faut en parler avec son médecin. Ce n'est pas quelque chose que souvent je décide sur un rendez-vous, à moins que ce soit très simple, un cancer très, très bas risque qu'on va juste surveiller. Souvent, je vais donner un autre rendez-vous, puis on va en jaser. La surveillance active, on a touché à ça un peu tantôt. Souvent, les cancers pas dangereux, de bas risque. Souvent, on va juste leur proposer la surveillance active. Il y a quand même pas mal d'études maintenant. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que ça existe, la surveillance active. Puis il y a des études qui datent de 10-15 ans qui commencent à vraiment nous dire que c'est très sécuritaire de faire la surveillance active pour les bons candidats. Le taux de survie à 10-15 ans, ça frôle les 99-100%. Ça ne veut pas dire que dans tous ces patients-là, il n'y a pas une partie des gens qui vont progresser et que le cancer va se mettre à devenir un peu plus agressif. L'important, c'est de bien les surveiller pour essayer de vraiment bien attraper ceux qui vont progresser puis de leur proposer un traitement pour les guérir, évidemment. Donc, c'est quoi l'avantage de la surveillance active? C'est sûr, c'est d'éviter les effets secondaires. Souvent, ce n'est pas juste de les éviter à vie, mais souvent, c'est aussi de les retarder. C'est-à-dire que si on diagnostique un patient avec un cancer de bas risque à 54 ans, 55 ans, bien, on va lui proposer la surveillance dans le but que si jamais son cancer progresse, bien, ça va prendre peut-être 4-5 ans à ce que ça progresse, bien, que rendu à 59 ans, 60 ans, bien, de le traiter à ce moment-là. Fait que le patient a quand même vécu 4-5 ans sans les effets secondaires du traitement qu'on va voir plus tard. Donc, c'est ça un peu aussi le but de la surveillance active.
C'est sûr, c'est de préserver la sexualité puis la continence. On va parler des effets secondaires des traitements qui peuvent jouer là-dessus. Puis en gros, c'est de maintenir une qualité de vie. Qu'est-ce qui est plate de la surveillance active? Bien, c'est tous les suivis que ça demande. En fait, il faut voir son médecin, faire des prises de sang à chaque 3 à 6 mois. Probablement que ça va demander, comme je disais tantôt, de répéter la biopsie à différents intervalles. Il y a d'autres examens comme l'IRM qu'on peut faire aussi. Puis une fois que ça progresse, bien, il faut décider d'entreprendre un traitement. Fait que si quelqu'un est convaincu mettons, hypothétiquement, est convaincu qu'il veut absolument jamais un traitement de sa vie, bien, ça ne sert à rien de vraiment faire la surveillance parce que ce patient-là ne voudra pas de traitement de toute façon plus tard. C'est sûr que théoriquement, qu'est-ce que je dis à mes patients, c'est qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. C'est sûr qu'il y a un risque de progression plus rapide qu'anticipé. Il y a toujours un risque théorique qu'on sort de ce qu'on appelle en médecine de notre fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire que ça progresse, on nous traite, mais que finalement, ça revient, fait qu'on ne nous a pas guéris. Est-ce que c'est le fait qu'on a attendu avant d'être traité qui a fait qu'on n'a pas été guéri? Oui, il y a toujours ce risque potentiel-là que je dis à mes patients, mais de plus en plus, je dirais qu'avec les outils qu'on a actuellement, si la surveillance est faite de façon étroite et respectée par les patients aussi, venir à ces rendez-vous, faire ses prises de sang, faire les biopsies, ça devient de plus en plus rare, ces cas-là, de patients qu'on a manqués, entre guillemets. Par contre, tout le long qu'on fait la surveillance, il y a quand même une certaine anxiété face à ça. C'est un peu le rôle du médecin de rassurer les patients face à ça, mais ça reste qu'il y a une certaine anxiété qui est propre à soi et que ce n'est pas tous les patients qui sont capables de gérer ou pas. Puis là, c'est là le rôle du médecin de savoir, bien, ce patient-là, l'anxiété que ça lui apporte, ce n'est pas une bonne chose dans sa vie. Peut-être c'est mieux qu'il soit juste traité que de juste suivre le cancer parce que ça y rend trop anxieux. Fait que ça devient une autre cause, une autre facette à regarder. Sinon, il y a la chirurgie. C'est plus les urologues qui vont faire ça, bien entendu. Vraiment, la chirurgie, c'est quoi? C'est que ça consiste à enlever la prostate. C'est vraiment, là, moi, je fais souvent un dessin à mes patients, assez anodin comme dessin, mais c'est vraiment de couper, d'enlever complètement la prostate puis de reconnecter le système urinaire, la vessie à l'urètre, pour que l'urine s'écoule de façon naturelle. Il y a quelques façons de faire ça. La façon classique, entre guillemets, c'est-à-dire ouverte par incision. C'est une incision souvent qui est assez petite, en dessous du nombril. Sinon, il y a la façon laparoscopique, c'est-à-dire c'est avec des petits trous que j'explique avec mes patients. On rentre des baguettes, puis c'est avec un peu comme en laparoscopie, un peu comme quand on fait une vésicule biliaire ou d'autres types de chirurgies qui sont faites de façon très fréquente actuellement. Puis il y a le jeu vidéo, entre guillemets, qui s'appelle la robotique. L'approche robotique, c'est l'approche la plus utilisée actuellement aux États-Unis. C'est un peu comme la laparoscopie. C'est les mêmes types d'incisions. C'est des petites incisions, mais au lieu que ce soit le médecin ou le chirurgien qui tient les instruments, mais c'est un genre de robot qui va rouler entre les jambes du patient, un très gros robot, puis il va s'accrocher sur ces instruments-là. Puis le chirurgien va s'asseoir dans une console, vraiment une console comme un jeu vidéo, puis il va pouvoir contrôler le bout de ces instruments-là à l'intérieur du patient. Il y a beaucoup de polémiques face à laquelle approche faire, laquelle qui est mieux. Je dirais que les gros avantages de la laparoscopie et la robotique, c'est surtout, bien, ça a été montré qu'il y a un peu moins de pertes sanguines à la chirurgie. Puis souvent, les patients récupèrent plus vite. Ils vont rester à l'hôpital souvent un petit peu moins longtemps. On parle d'une journée au lieu de 2. Fait que ce n'est pas des durées de séjour très longues, peu importe. Puis on va parler aussi des fois d'une récupération plus vite aux activités, peu importe les activités que le patient fait. Je dirais que l'important dans ça, ce n'est pas quelle technique vous choisissez, mais c'est quel chirurgien vous choisissez. Puis, quelqu'un avec qui vous avez confiance, dans un centre où que vous avez confiance. La technique, ce n'est pas la chose la plus importante, à mon avis. C'est quoi l'avantage de la chirurgie? Mais c'est sûr qu'une des choses que souvent les patients peut-être ne comprennent pas au début, c'est que ça nous permet vraiment d'analyser la prostate. Contrairement à la radiothérapie, comme on va parler tantôt, la chirurgie nous permet d'enlever la prostate, de bien analyser, de voir c'est quoi mon cancer que j'ai, si c'est un cancer
qui est pire que ce qui était sur la biopsie, qui est pareil. Ça nous permet de plus savoir un peu c'est quoi le risque que ce cancer-là revient. On a une meilleure idée, en gros. Aussi, qu'est-ce qui est le fun avec la chirurgie, c'est qu'une fois qu'on est opéré, l'APS tombe à zéro. Il ne devrait pas avoir d'APS parce qu'il n'y a plus de prostate. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même tangible pour le patient. C'est assez rassurant. Puis une des choses qu'on traite des cancers un petit peu plus agressifs, ça permet au patient, une fois qu'il a été opéré, si jamais il récidive, d'avoir un autre traitement, qui est la radiothérapie. L'inverse n'est pas nécessairement vrai. Faire la radiothérapie avant, on peut toujours faire la chirurgie après, mais ça devient du cas par cas, puis ça devient vraiment une situation très difficile. Souvent, on ne va pas le faire parce que ça a des risques très importants. Le patient est plus âgé, il ne peut pas tolérer cette chirurgie-là. Fait oui, l'avantage de la chirurgie nous permet d'avoir comme une sorte de deuxième chance. J'ai parlé un peu des techniques tantôt. Comme je vous ai dit, moi, je fais de la chirurgie robotique. Je ne pense pas que toutes les chirurgies devraient se faire par chirurgie robotique. L'important, c'est d'avoir un chirurgien qui est à l'aise avec cette chirurgie-là, qui est à l'aise avec le cancer de la prostate, puis qui est capable de vous parler un peu des taux de réussite et des complications. C'est sûr que la chirurgie, c'est quelque chose de très invasif. Avant de consentir un patient à une prostatectomie radicale, il faut passer du temps avec lui pour lui parler un peu de c'est quoi la chirurgie. C'est une chirurgie qui est sous anesthésie générale. Vous allez être hospitalisé souvent juste 24 heures, mais ça peut aller jusqu'à 48 heures, 72 heures. Vous allez avoir une sonde urinaire pendant quelques jours. Ça peut aller de 3, 4 jusqu'à 7 jours, 10 jours même. Il va y avoir des plaies, il va falloir que vous guérissiez de ça. Il va y avoir une convalescence, votre corps il va être fatigué, vous allez avoir un peu de douleur. Il y a des complications face à la chirurgie, comme toute autre chirurgie. Il y a des risques de périopératoire, de risque de faire un ACV, un infarctus, de saigner, d'avoir une infection. Fait que ça reste, c'est un gros coût à donner. Fait que pour qu'un patient, qu'on lui propose une chirurgie, en général, ça va être des patients qui vont être vraiment plus en forme que d'autres. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va offrir une chirurgie. La radiothérapie. C'est quoi la radiothérapie? En fait, en gros, qu'est-ce que je dis à mes patients? Vous êtes couché, puis il y a comme une genre de machine qui vise très bien, qui va envoyer des rayons X pour vraiment aller essayer de détruire le cancer puis de brûler la prostate. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je viens de dire. Ça nécessite de faire un scan qui va vraiment, le radio-oncologue va vraiment bien contourner, va vraiment bien viser où est-ce que les rayons X vont aller. On va pouvoir même utiliser des fois des marqueurs qu'on va mettre dans la prostate pour pouvoir bien viser ces rayons X pour être sûr de ne pas endommager d'autres organes autour. Un des désavantages qui était vrai avant, qui est de moins en moins vrai, c'est que c'est beaucoup de traitements. Ça peut aller jusqu'à 40 séances. OK? Ce n'est pas des longues séances. C'est des séances souvent de quelques minutes. On passe même pas 10-15 minutes à l'hôpital, mais c'est du lundi au vendredi, puis il faut venir quelques semaines de suite. C'est sûr que ça peut perturber quelqu'un qui a un important contrat de travail, qui ne peut pas arrêter de travailler. C'est sûr que ça peut l'affecter. Ce n'est pas un traitement qui est dangereux en termes de... Vous pouvez quand même voir des gens, vous n'allez pas être radioactif ou quoi que ce soit. Mais il y a l'avantage de ça, la radiothérapie, il n'y a pas de chirurgie. C'est ça que je dis à mes patients. Il y a des patients qui ont une peur bleue de se faire opérer. Mais ça, il n'y a pas de chirurgie. Souvent, qu'est-ce que je dis à mes patients? C'est que sur le coup, vous n'aurez pas de gros impacts sur votre vie fonctionnelle, c'est-à-dire sur le système urinaire puis sur les érections. Il y a moins de dommages aux nerfs. Il n'y a pas de douleur vraiment associée à ça. Il y a un peu de fatigue qui peut être ça. Il y a un peu de symptômes urinaires comme d'urgence, de brûlure, mais souvent, ça finit par partir. Il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas d'anesthésie. Puis souvent, vous pouvez poursuivre vos activités quotidiennes, vous pouvez continuer à vous entraîner et ainsi de suite. Ça, c'est un peu une image de ce que le radiologiste fait pour pouvoir mieux cibler la radiothérapie. Mais en gros, on voit ici là, que c'est comme un peu le dessin que je fais à mes patients. Là. Vous voyez un peu là, la vessie, ça peut être en jaune, puis il va y avoir la glande prostatique qui va être juste en dessous. Puis c'est ça qu'on va aller cibler, puis on va aller enlever. Fait que les inconvénients, c'est multiples déplacements, c'est plusieurs traitements. Tantôt, on parlait de 40 traitements. Maintenant, il y a beaucoup d'études qui commencent à sortir de faire de moins en moins de traitements. Là, c'est rendu presque, il y a des centres qui offrent juste 5 traitements. En 5 traitements, on pourrait faire
le traitement au niveau. Fait que c'est quand même très intéressant. Un des désavantages aussi, contrairement à la chirurgie, c'est qu'on n'a pas vraiment l'étendue du cancer. Hein. On ne sait pas finalement ce cancer-là était-tu pire ou pas. On se fie vraiment juste sur la biopsie. Donc, c'est ça. Puis comme je disais tantôt, si jamais ça récidive, la chirurgie, dans la majorité des cas, n'est plus une option. Donc, souvent, on va avoir juste les traitements qu'on dit systémiques, l'hormonothérapie, pour pouvoir contrôler le cancer. Puis là, on ne parlera plus de guérison à ce moment-là. Fait que c'est sûr que pour un patient de 45 ans, 50 ans, 55 ans, mais c'est quand même un pensez-y bien, parce que plus longtemps on vit, bien, techniquement, plus de temps que le cancer de revenir. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui fait de la radiothérapie, bien, il n'y a plus de deuxième chance quand il est plus jeune. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un de plus jeune n'est pas un candidat. C'est juste une question de discussion avec le patient. La radiochirurgie, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est les nouvelles technologies de radiothérapie qui nous permettent vraiment de faire un traitement très, très de haute dose puis très ciblé. Comme ça, on n'a pas besoin de faire beaucoup de traitements. Typiquement, là, 5 traitements, on peut le faire. Donc, c'est sûr que ça a moins de traitements, moins de fois à l'hôpital. Il y en a qui disent que ça peut donner peut-être un peu plus de symptômes. Ça reste à déterminer. Puis, c'est les autres mêmes inconvénients que la radiothérapie standard. La cryothérapie, qui est une option qui était plus utilisée avant, qui est encore utilisée dans certains centres. En fait, c'est quoi? C'est les petites billes que je vous disais tantôt. C'est une procédure qui est faite sous anesthésie. On va rentrer un peu la même sonde qu'on rentre lorsqu'on fait une biopsie. Par contre, à travers la région entre le scrotum et l'anus, le périnée, on va rentrer, c'est fait sous anesthésie encore une fois, fait que vous le sentez, on va rentrer des petites billes d'or qu'on appelle. On va en mettre partout dans la prostate. Puis ces billes-là vont émettre de la radiation localement pour pouvoir brûler le cancer. C'est sûr, il y a quelques petites précautions à prendre. Là. Une fois qu'on fait ce traitement-là, dans les jours qui suivent, il y a un peu de radiation qui peut s'émettre proche de la région de la prostate. Donc, on dit d'éviter d'être en contact avec des jeunes enfants, mais c'est juste pour quelques jours souvent. Maintenant, il y a la cryothérapie à haut débit. C'est un peu plus rare qu'on utilise cette option-là, mais c'est utilisé quand même. C'est au lieu de, par la région du périnée, que je disais, au lieu de rentrer et de laisser une petite bille, cette fois-ci, on va rentrer comme un cathéter, puis on va brûler la prostate pendant que vous êtes sous anesthésie. On va le faire dans toutes les régions de la prostate ou dans la région que le cancer plus prédominant. Souvent, ça va être combiné avec de la radiothérapie externe dans le but de donner probablement moins de radiothérapie externe. Au lieu de faire beaucoup de séances, mais on en fait moins. Mais comme je disais tantôt, maintenant, la radiothérapie s'est rendue tellement précise que souvent, on peut déjà d'en donner moins sans faire ça. Fait que vraiment, en gros, c'est beaucoup d'options. Il y a des options qui sont bonnes pour plusieurs patients. Puis en gros, il faut regarder les options, regarder les avantages et les désavantages de chaque, puis de discuter avec le patient. Une des conditions pour la cryothérapie, c'est qu'il faut avoir une taille de prostate raisonnable. Il ne faut pas que ce soit trop gros, parce qu'on ne peut pas mettre des billes partout, on ne peut pas mettre à l'infini, puis il faut vraiment traiter toute la prostate. Il ne faut pas non plus que ça crée trop d'inflammation, puis que le patient développe trop de symptômes urinaires. Fait que, il faut vraiment respecter une certaine taille. Il ne faut pas que le patient, avant les traitements, ait trop de symptômes urinaires, parce qu'on sait qu'à cause des billes, ils vont développer un peu plus, fait qu'on ne veut pas qu'ils tombent en rétention. Puis il faut vraiment qu'ils puissent avoir une anesthésie. C'est sûr, quelqu'un qui est très, très malade, qui a 75 ans, qui ne peut pas tolérer l'anesthésie, mais ce n'est pas une option pour eux. Ni la chirurgie, évidemment pas. Donc, l'avantage de la cryothérapie à bas débit, c'est-à-dire c'est une seule séance qui est faite sous anesthésie. En général, on dit que ça a moins de dommages aux structures avoisinantes. Il y a un peu moins d'effet sur les érections, sur le rectum, mettons, sur la vessie. Donc, ça peut être un peu. En général, on ne va pas utiliser, par contre, la cryothérapie bas débit pour un cancer qui est un peu plus agressif. On va l'utiliser plus pour des cancers de bas risque, des cancers vraiment pas dangereux. Mais comme je vous disais tantôt, maintenant, la majorité des gens qui ont des cancers pas dangereux, bien, on ne va pas les traiter de toute façon, on va juste les suivre. C'est pour ça que la cryothérapie bas débit, c'est encore utilisé, mais c'est un peu plus rare.
la cryothérapie haut débit, c'est un peu les mêmes avantages que la cryothérapie bas débit. Ça, c'est celle-là que je me répète, qu'on met des cathéters puis vraiment qu'on brûle la prostate dans la séance où ce que vous êtes sous anesthésie. Ça permet vraiment de mettre là, une grosse dose de radiation, vraiment en un coup, comme ça on donne moins de radiation après. Puis vous récupérez quand même très rapidement. Puis souvent, il n'y a pas d'incontinence associée avec ça. Les inconvénients, c'est les mêmes inconvénients que avec la radiothérapie ou avec la cryothérapie bas débit ou haut débit. On ne sait pas vraiment l'étendue du cancer. La diminution progressive de l'éjaculation, ça a été montré qu'à long terme, ça peut affecter. Puis transitoirement, tantôt, je vous ai parlé, bien, il peut y avoir des problèmes au niveau urinaire, au niveau de l'inflammation de la prostate. En résumé, j'ai parlé beaucoup des options de traitement. Je voulais passer un peu plus de temps là-dessus parce que je sais souvent c'est cette partie-là que les patients ont la plus de difficulté. Parler avec un patient, est-ce que vous voulez vous faire dépister, voulez-vous avoir une biopsie? Souvent, les patients n'ont pas tous les renseignements, ils n'ont pas toutes les études, ils ne connaissent pas tout ça pour pouvoir dire oui ou non, je vais me faire dépister. Mais une fois qu'il faut qu'ils choisissent le traitement, malheureusement, comme médecin, on essaie de les guider, mais on ne peut pas non plus choisir à leur place. Fait que là, c'est d'où l'important pour les patients vraiment de prendre le temps, de poser des questions, de se renseigner, de regarder chaque option. Puis malheureusement, ce n'est pas toutes les options qui sont disponibles pour tous les patients. Il y a des patients qu'on va leur recommander, non, pour vous, ce serait plus ces options-là, celle-là ou celle-là. Pour vous pouvez choisir ces trois-là. Fait que chaque cancer, chaque patient est différent. Il faut prendre le temps de regarder. Là, vous avez une belle diapositive ici avec tous les avantages et les désavantages. Et il en manque là-dedans, évidemment. Il y a d'autres choses qu'il faut discuter. Mais ça, c'est juste rapidement, ça nous donne une bonne idée de les avantages et désavantages de chaque. Parlons un peu des effets secondaires. C'est plus ma partie, la chirurgie. Qu'est-ce que je dis à mes patients pour l'incontinence? Qu'est-ce que je dis? En gros, je leur dis souvent que si vous voulez faire la chirurgie, il faut être quand même motivé, dans sorte qu'il va y avoir une période d'adaptation, on veut pas, après la chirurgie. Premièrement, les plus grands effets secondaires, ça va être l'incontinence urinaire. Je dirais que la majorité des patients vont avoir une période transitoire d'incontinence. Ça ne va pas être une incontinence qui va être très apparente, c'est-à-dire que vous allez quand même pouvoir fonctionner, mais ça va être une incontinence d'effort, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez tousser, éternuer, vous levez, forcer l'abdomen, lever quelque chose, il va y avoir, dès que vous allez mettre un peu de pression sur les abdominaux et sur l'abdomen, il va y avoir une perte d'urine. La période peut être très courte, de quelques semaines, peut-être un peu plus longue, voire quelques mois, puis des fois rester un peu plus longtemps. Moi, qu'est-ce que je dis à mes patients? Je dis que la majorité des patients, 80-85%, vont récupérer leur continence en dedans de 3 à 6 mois. Puis quand je dis récupérer leur continence, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont être complètement normaux. Ça se peut qu'ils vont mettre une petite protection juste au cas où ils vont avoir peur de perdre lorsqu'ils sortent ou quelque chose comme ça. Mais pour nous, ça, c'est quand même une bonne continence. Puis il y en a, évidemment, qui vont récupérer complètement, ils ne perdront plus d'urine, ils vont faire pipi normalement de ça. Mais il y a quand même une période d'ajustement. C'est ça que je dis à mes patients. Il faut être motivé à ça. Une incontinence qui dure toute notre vie, qui est très, très, très sévère, c'est assez rare. On parle de pourcentage. C'est vraiment pas quelque chose qu'on voit souvent, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Puis l'incontinence totale, c'est-à-dire perdre tout le temps, ça, c'est très, très, très rare. On ne voit pas ça. Fait que oui, il y a une période d'incontinence. La majorité vont guérir. Ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois. Fait qu'il faut travailler. Il y a certains outils qu'on a avant la chirurgie, après la chirurgie, pour pouvoir améliorer ça, pour pouvoir avoir un retour plus rapide. Donc, ça, c'est important de parler de ça avant l'opération. La dysfonction érectile. Ça, c'est très, très, très variable. En général, en gros, on dit que la dysfonction érectile peut s'améliorer jusqu'à 12 mois, 18 mois et même certaines études jusqu'à 24 mois après la chirurgie. Il y a plusieurs patients qui vont récupérer, mais vraiment, le gros, ça va dépendre de où est-ce qu'on part à la base. Puis souvent, ça va dépendre beaucoup de notre âge aussi. Si on est quelqu'un de plus jeune avec des érections complètement normales, mais il y a des bonnes chances que vous récupérez. Ça se peut que vous ayez besoin un peu d'aide, un peu de médicaments au début, mais il y a quand même des chances que vous récupérez.
Par contre, si vous êtes plus âgé, avec une fonction érectile qui est déjà plus aléatoire, plus difficile, mais il y a des chances que ça ne marche plus après aussi. Fait qu'il faut toujours vivre, si on accepte la chirurgie, il faut toujours vivre avec la possibilité que malheureusement l'érection soit moins bonne ou inexistante après la chirurgie. En général, la chirurgie, en tant que telle, ça n'affecte pas la libido. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vient d'avoir une chirurgie, qui a un peu d'incontinence, ses érections ne sont pas tout à fait. Ça se peut que psychologiquement, on n'ait pas envie d'avoir des relations. Mais la chirurgie en tant que telle, ça n'affecte pas la libido, c'est quelque chose de très psychologique. Ce n'est pas quelque chose d'organique au niveau de la prostate. Puis ça résume un peu ce que j'ai dit, le potentiel de récupération. Ça dépend beaucoup de l'âge, de notre fonction urinaire de base et de notre fonction érectile. La radiothérapie. C'est quoi les risques à court terme? Bien, tantôt, comme je disais, il y a des risques transitoires. On va être un peu fatigué, on peut avoir un peu de problèmes urinaires, ça va brûler, ça va chauffer. Un peu aussi de problèmes gastro-intestinaux. On va aller à la selle plus souvent, on va avoir un peu plus d'urgence, ça va être un peu plus liquide les selles. Souvent, ça va être des symptômes qui vont être transitoires et vont se résoudre. Il peut y avoir des complications urinaires et digestives quand même graves, qui sont assez rares, mais qui peuvent arriver. Ils peuvent avoir des sténoses, c'est-à-dire une fermeture du canal urinaire complète. Il peut y avoir une inflammation de la vessie, on appelle ça une cystite radique, lorsque la radiothérapie brûle la vessie. Puis ça fait des saignements vésicaux. Puis ça, malheureusement, heureusement, c'est rare, mais malheureusement, lorsque ça arrive, ça peut être très, très, très difficile à traiter. Puis souvent, on peut être pris avec ça à vie. Donc, encore une fois, quelqu'un de très jeune qui reçoit de la radiothérapie, puis il est pris avec ce problème rare-là, souvent, c'est un problème qui va rester toute sa vie. Puis un des problèmes avec la radiothérapie, c'est que si c'est pour arriver, ça peut arriver dans 1 an après la radiothérapie, 2 ans, 3 ans, et même plusieurs années après la radiothérapie. Donc, puis ça augmente, le risque que ça arrive augmente avec le temps. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui a 50 ans, qui va vivre un autre 35 ans, statistiquement parlant, mais de recevoir la radiothérapie, c'est un pensez-y bien, parce qu'il y a 35 ans pour développer des complications de la radiothérapie. Les autres complications, bien, la dysfonction érectile. Contrairement à la chirurgie, qu'est-ce que je dis pour la dysfonction érectile? Ce n'est pas quelque chose qui arrive instantanément. C'est quelque chose qui peut arriver tranquillement, graduellement avec le temps. Mais ça finit quand même par arriver. Je dis à mes patients, souvent, c'est quand même un peu mieux que la chirurgie, parce que quand même, on a quand même ces quelques années-là où ce que ça marche. Mais avec le temps, ça finit par baisser. Il y a aussi la fonction gastro-intestinale, comme je disais tantôt. Souvent, c'est juste transitoire, mais de temps en temps, ça peut faire une brûlure rectale quand même assez importante, puis là, avoir des segments récurrents pour le reste de notre vie. Donc, en résumé, quand on regarde tous les avantages et désavantages, encore une fois, de tous les traitements, on voit qu'il n'y en a pas un traitement parfait. C'est ça, en gros, qu'il faut comprendre. Il faut essayer de voir, pour nous, c'est quels les effets secondaires, si jamais ça m'arrive, seraient les plus viables possibles. Puis aussi, en gros, qu'est-ce que je dis à un patient, moi, pour mieux choisir? Quel genre de patient êtes-vous? Êtes-vous quelqu'un qui est plus, moi, je veux vraiment me faire opérer, je veux me faire enlever ça de moi, c'est quelque chose d'inné en nous, ou je suis plus quelqu'un que non, moi, j'ai peur de la chirurgie, je veux éviter ça à tout prix. Souvent, le suivi, on va faire un suivi d'APS. Une fois qu'on va être traité, que ce soit par radiothérapie ou par chirurgie, on va suivre la prise de sang. Comme je disais tantôt, pour la chirurgie, on veut que ça soit à 0 puis que ça ne monte jamais. Puis pour la radiothérapie, bien, on veut que ça baisse graduellement puis que ça reste très bas. On suit les patients très longtemps parce que les patients peuvent récidiver 2-3 ans après la chirurgie comme 10-15 ans après la chirurgie. Donc, on les suit pendant très longtemps. C'est pour ça que c'est important d'aimer votre urologue ou radio-oncologue parce que vous allez le voir souvent. Donc, comme je disais tantôt, malheureusement, il y a des patients qu'on traite qui vont récidiver. Il y en a quand même pas mal, dépendamment du risque du cancer qu'on a. Par contre, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une récidive, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va mourir du cancer de la prostate. Comment on diagnostique une récidive? Bien, ça va dépendre un peu. Ça va dépendre un peu si c'est arrivé rapidement, ça arrive puis ça monte très vite. Est-ce que ça arrive puis il y a déjà des métastases ailleurs? Il y a plein de facteurs qui vont varier comment on va utiliser ça. Puis il y a plusieurs options.
Des fois, on ne fait rien. Des fois, quand ça récidive plusieurs années après, bien, on va juste suivre parce qu'on va se dire, bien, ça récidive tellement tranquillement qu'on va attendre. Par contre, des fois, ça récidive rapidement, puis là, on va offrir d'autres traitements. Comme je disais tantôt, la radiothérapie, l'hormonothérapie, la chirurgie des fois. Donc, différentes options. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que pas à cause qu'on a un un diagnostic du cancer qu'il faut se faire traiter nécessairement. Lorsque le cancer est détecté et qu'il est localisé, dans la grande majorité, on peut guérir de ce cancer-là. Malheureusement, le traitement du cancer de la prostate, il y a quand même pas mal d'effets secondaires, peu importe le traitement qu'on choisit. Je ne dis pas qu'il y a pas mal, mais il peut avoir des effets secondaires, contrairement peut-être à d'autres cancers où les chirurgies ou les radiothérapies donnent moins d'effets. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps avant de choisir son traitement. Il y a des stratégies qu'on peut faire pour diminuer le risque que les complications nous arrivent puis amoindrir leur effet sur nous. Puis il reste aussi, il y a des traitements qu'on peut faire pour traiter ces complications-là. Il y a des traitements qu'on peut faire pour l'incontinence après la chirurgie. Il y a des traitements qu'on peut faire pour les saignements après la radiothérapie. Donc, en conclusion, il y a toujours de l'espoir, évidemment. Les traitements sont bons. Les choses s'améliorent quand même pas mal dans le cancer de la prostate. Avec plusieurs organismes comme Procure, on réussit à amasser beaucoup de fonds pour faire de la recherche. Il y a de plus en plus de traitements pour les cancers à tous les stades, les cancers localisés, les cancers avancés. Les patients maintenant de nos jours vivent de plus en plus longtemps avec les cancers. Puis on réussit vraiment à inclure beaucoup de patients dans des études, dans les études pour pouvoir faire avancer justement les découvertes de traitements et l'approbation des traitements. Donc, il faut être optimiste. C'est un cancer qui demande beaucoup de discussion. Ce n'est pas une discussion de 20-25 minutes qu'on va pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire avec vous. Je vous encourage à toujours aller lire là-dessus et à arriver avec votre liste de questions. Moi, je suis content quand les patients ont ça parce que ça me rassure qu'ils comprennent bien la maladie puis qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. Comme ça, il n'y a pas de surprise puis ils sont capables de mieux gérer si jamais il y a quelque chose qui arrive. Je vous remercie beaucoup de votre attention puis j'espère que ces quelques diapositives, ce webinaire vous a aidé à cheminer puis à choisir un traitement si jamais vous êtes diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Merci beaucoup. Alors, félicitations d'avoir. Est-ce que tu m'entends bien? Vous m'entendez Oui, bien? absolument. Okay. C'était une excellente présentation, puis effectivement, on est là pour soutenir tous les patients, puis les aider justement quand ils reçoivent un diagnostic. Ça nous permet là, de les aiguiller vers les bonnes questions, aller chercher la bonne information. Donc, avec les infirmières qu'on a, là, on a une équipe de 3 infirmières spécialisées en uro-onco. On peut définitivement prêter main forte là, aux urologues, puis à tous les patients qui reçoivent un diagnostic. Il nous reste assez de temps pour que je puisse vous poser là, quelques questions qu'on a reçues. Et la première que j'ai choisie, honnêtement, c'est une question que j'ai reçue au moins à 3 reprises au cours de cet été. Alors, c'est un homme qui a 68 ans. Il est sous surveillance active là, depuis 3 ans. Plus il avance en âge, plus il commence à se poser des questions à savoir s'il devrait rester sous surveillance active alors qu'il est encore jeune, entre guillemets, ou attendre puis voir si son cancer progresse et là, être obligé d'y aller avec un traitement alors qu'il est plus âgé. Et sa question était, c'est quoi le pourcentage des hommes sous surveillance active qui finalement vont être traités en bout de ligne? Tu m'entends bien, Marie-Christine? Oui. OK, super. C'est une très bonne question. C'est une question qui est évidemment pas très facile à répondre. Premièrement, pour ce qui est du pourcentage, en gros, souvent, moi, qu'est-ce que je dis à mes patients? De 100 patients qu'on met sur surveillance active, il y en a à peu près 20 à 30 qui vont être traités au décours de leur maladie. Ça, c'est un peu ce que les études nous ont dit. Quand on regarde tous les patients qui ont été mis sous surveillance, les plus grosses études, il y a à peu près 20 à 30 qui ont été traités. Il y en a là-dedans qui ont été traités pour différentes raisons. Il y en a que c'était juste parce que c'était leur décision. Ils étaient anxieux, ils étaient tannés d'être sous surveillance, ils avaient trop peur. Puis il y en a, c'est parce que la maladie a progressé.
C'est un peu le pourcentage que je dis à mes patients. Pour répondre à la première partie de la question par rapport à l'âge et au traitement versus attendre, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la balance. C'est sûr que quelqu'un qui est plus jeune va récupérer probablement un peu mieux face à la chirurgie en termes de dysfonction rectile, en termes d'incontinence. Il va récupérer plus vite, va récupérer mieux. Par contre, je ne pense pas qu'on devrait baser seulement sur ça pour choisir de se faire traiter tout de suite. Parce que malheureusement, on sait que le cancer de la prostate, il y en a beaucoup de gens qui vont se faire traiter, surtout si vous êtes dans le bas risque. J'imagine pour ça que vous êtes sous surveillance, ils vont se faire traiter puis que ce cancer-là ne va probablement pas progresser de toute façon. Puis les traitements sont quand même rendus assez bons que même si vous avez quelques années de plus, puis que finalement vous choisissez la chirurgie ou la radiothérapie, je ne pense pas que la différence de ces quelques années-là vont faire en sorte que votre récupération va tellement être meilleure que ça va valoir la peine de se faire traiter. C'est-à-dire que moi, personnellement, si ce serait moi, j'aimerais mieux attendre, puis si jamais mon cancer ne progresse jamais, j'aimerais mieux éviter un traitement tout court qu'avoir un traitement. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est vraiment une discussion avec le patient. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, ben non, on fait ça ou fait ça. Je pense que le gros, c'est vraiment de faire une surveillance, comme j'ai dit dans la présentation, une surveillance étroite, puis une surveillance qui est adéquate pour être sûr de ne pas manquer quelque chose qui est pire qu'il est actuellement. Puis si on ne manque rien, moi, je ne vois pas pourquoi on ne resterait pas sous surveillance de nos jours. D'accord, merci. Oui, je sais, ce n'est pas une question nécessairement facile. Hein? C'est très personnel aussi, fait que c'est pas exactement. Docteur Anna, on a reçu un appel aujourd'hui. C'est justement quelqu'un qui nous avait appelé concernant la biopsie. Il y avait une peur bleue de la biopsie, mais son taux d'APS grimpait. Il était rendu à 10,3 quand il l'a eu. Finalement, il nous a rappelé aujourd'hui pour nous donner ses résultats. Et son neurologue lui a dit que c'était des nodules qui avaient ou des cellules cancéreuses, mais jamais assez pour aller de l'avant avec un traitement standard, là, chirurgie, radiothérapie. Il lui a plutôt prescrit de l'Avodart. Puis, il y a une série de rendez-vous qui ont tous été cédulés pour dans 6 mois. Il va avoir une IRM, il va avoir un dosage à l'APS, il va avoir un toucher rectal, etc., dans 6 mois. Puis, entre-temps, là, il prend ce traitement-là. Puis, justement, il nous appelait pour nous demander c'est quoi, puis pourquoi, parce qu'il n'y a pas de problème urinaire, là, du tout. Bien, oui, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Donc, je suppose que le cancer qui a été diagnostiqué, c'est probablement un cancer de bas risque, donc qui a été mis sous surveillance. Donc, première question à se poser, c'est souvent, moi, quand j'ai une biopsie qui me démontre pas de cancer ou un petit cancer, bien, je me demande, est-ce que je manque quelque chose? Oui, je suis content pour le patient, il n'y a pas de cancer ou le cancer est très, très de bas risque. Je me demande, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Puis là, il y a différents paramètres qu'on regarde. On regarde l'évolution de l'APS, c'est quelque chose qui a monté très rapidement. On regarde le volume de la prostate. Est-ce que c'est une grosse prostate avec un APS qui est élevé, donc ça concorde, comme je disais tantôt, ou le contraire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait j'ai quelques critères. Fait que si je suis assez rassuré que je ne manque rien, je vais mettre le patient sous surveillance. Puis chacun, comme je disais, a un peu sa propre recette. L'IRM de la prostate, la résonance magnétique, c'est quelque chose que j'utilise fréquemment dans ma surveillance active. Pas à tout le monde, mais fréquemment, justement pour être sûr que je ne manque pas rien rien de grave sous-jacent. Donc, ça, c'est une bonne chose dans l'histoire du patient. La partie sur l'utilisation du Avodart, donc, juste pour mettre en contexte les patients, les gens qui ne savent pas c'est quoi l'Avodart. L'Avodart est un traitement qui est utilisé pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est un traitement qui est hormonal un peu, qui permet à la prostate de diminuer de volume. Et aussi, par le fait même, que ça fait, c'est que ça diminue la valeur de l'APS. Par contre, ça reste une diminution qui est artefactuelle, c'est-à-dire, moi, si je vois un patient qui prend de l'Avodart et qui a un APS à X, mais dans ma tête, sa vraie valeur, c'est 2X, c'est 2 fois plus. Par contre, il y a certaines études qui ont regardé l'utilisation de ces agents-là, l'Avodart
Lavardar qui est le dutastéride et le finastéride qui est le Proscar, qui a regardé ces agents-là pour la prévention du cancer de la prostate. Puis on a vu que ça diminuait le risque d'avoir un cancer de la prostate de bas risque. Par contre, dans l'étude, ça a augmenté un petit peu. 1% de chance d'avoir des cancers de haut risque. On pense, par contre, la majorité des urologues et la communauté urologique pensent que le fait que la prostate elle a diminué de volume, puis le fait que l'APS a diminué, les gens chez qui on a diagnostiqué un cancer de la prostate qui prenaient ces médicaments-là, probablement que ça nous a permis de trouver les cancers les plus agressifs, vu que la prostate était plus petite, puis vu que le fait que quand on prend ce médicament-là, l'APS est supposé baisser. Fait que dès que l'APS recommence à monter, bien là, on est vraiment inquiet quelque chose qui se passe. Fait que probablement que ce médicament-là nous a donné une sensibilité de l'APS un peu plus élevée. Fait que probablement que l'augmentation des hauts risques, probablement c'est dû à ça. On ne pense pas que le médicament en soi génère plus de cancer. Ce n'est pas pour faire peur aux gens qui prennent ça. C'est un excellent médicament qui est approuvé. Mais actuellement, il est approuvé pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, surtout pour les patients qui ont des symptômes urinaires. Il y a des urologues qui l'utilisent pour être sûr que ça diminue le risque qu'on trouve des cancers de bas risque, puis que ça diminue l'APS en même temps, ça nous donne une meilleure sensibilité de l'APS. Moi, personnellement, je ne le fais pas dans ma pratique si les patients n'ont pas de symptômes. Je sais qu'il y a un APS élevé, mais je regarde le volume, puis je me dis, j'essaie de suivre ça comme ça. En gros, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'actuellement, ce médicament-là, il est approuvé pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il n'est pas approuvé pour diminuer le cancer de la prostate. Fait, oui, on peut l'utiliser, mais il faut faire attention. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire parce que après des petites augmentations d'APS, des fois, ça peut comme un peu passer. Des fois, on regarde l'APS, ça augmente un peu, mais sous du dutastéride, chaque augmentation est un peu pire. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Fait que c'est pour ça que moi, je n'utilise pas, mais ça peut être utilisé, mais il faut faire attention. Très bien, merci. On a reçu une question cet après-midi par courriel, vu qu'on parle justement là, de l'HBP. Cette personne-là a du sang dans son sperme depuis 4 ans. Puis il trouve ça franchement désagréable. Il a consulté un neurologue. On lui a fait 2 cystoscopies. Ça a tout l'air qu'il avait une grosse prostate. On lui a même prescrit un médicament qu'il a décidé de ne pas prendre en raison des effets secondaires. Mm-hmm. Alors, ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, en mai dernier, il y a eu une biopsie parce que son taux était à 6,7. Ça a tout l'air qu'il n'y avait pas de cancer, mais 5 mois plus tard, encore aujourd'hui, il y a du sang dans son sperme. Là, il se pose de sérieuses questions. Il est un peu inquiet. Il se demande c'est dû à quoi. Est-ce qu'il y a un cancer de la prostate qui aurait été manqué? Il dit, il dit, j'aimerais vraiment ça qu'on me donne une réponse parce qu'il dit, je commence à être un peu perdu. Ouais. Oui, absolument. C'est une très bonne question. Puis c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment. Beaucoup de raisons de consultation pour ça. Pour rassurer ce patient-là et tous les patients qui ont du sang dans le sperme, la très, très, très grande majorité, 99% du temps, c'est quelque chose de bénin. Ça peut sembler quand même assez épeurant d'avoir du sang dans son sperme, surtout si c'est récurrent pour plusieurs années. Mais la grande, 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 grande majorité, c'est bénin. Quand je dis la grande majorité, mais il faut, en gros, comme urologue, comme médecin, s'assurer qu'il n'y a pas rien de grave sous-jacent. Et comment on fait ça? Ce patient-là a l'air d'avoir eu tous les examens appropriés. On fait un toucher rectal, un dosage d'APS, une cystoscopie si jamais on a un doute, une biopsie de la prostate si jamais, selon le niveau d'APS. On peut même faire une IRM de la prostate pour être encore plus sûr. Malheureusement, c'est un problème qui semble être récidivant. Dans ma pratique, c'est souvent des patients aussi qui vont avoir une prostate un peu plus vasculaire, des fois un peu plus grosse. Des fois, je leur dis de façon anodine, il y a probablement un petit vaisseau qui finit toujours par saigner à chaque éjaculation. Et on force beaucoup qu'on éjacule, il y a des contractions, que ça saigne. Mais si on fait tous ces examens-là et on ne trouve rien de grave, il y a des très, 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 très bonnes chances, je mettrais ma main au feu, que probablement il n'y a rien de grave, si jamais. Il y a eu tous ces examens-là puis qui sont négatifs. Fait que je sais que c'est inquiétant, mais je serais d'accord avec son médecin que je suis assez rassuré de tout ça.
Vous venez d'en rassurer un, ça c'est sûr et certain. Euh, Autre appel qu'on a eu, un homme de 47 ans, il a eu son premier dosage de l'APS 4 mois post-chirurgie et son résultat était de 0,07. Et lorsqu'il a appelé, sa déception était palpable parce qu'il s'attendait à un zéro. Puis la question qu'il a posée, c'est mon prochain dosage a lieu dans 3 mois. Est-ce que le taux pourrait être encore plus bas? Est-ce que je pourrais avoisiner les 0,00? Oui, les prises de sang ont changé au cours des dernières années. Puis quand je dis dernières années, ça c'est autour des 10-15 dernières années. Avant, les valeurs d'APS qu'on avait lorsqu'on faisait un test étaient souvent en bas de 0,1, en bas de 0,1 ou même en bas de 0,2. On n'avait pas le détail des valeurs plus petites. Avec la technologie, avec les différentes façons de mesurer l'APS, il y a certains laboratoires qui sont capables de nous donner des valeurs d'APS très bas. On appelle ça en anglais des Ultra Sensitive APS. Puis moi, j'en ai régulièrement des patients qui vont être à 0,01, moins que 0,01. Puis là, ils vont faire leur prise de sang ailleurs. Ça va monter de quelques points, 0,03, 0,6. Puis là, ça va redescendre. Puis là, ça va osciller. Donc, oui, ça se peut que la prochaine prise de sang soit 0,05. Ce que je dis, moi, à mes patients, souvent, c'est essayer de faire vos prises de sang toujours à la même place, c'est souvent la même technologie qui est utilisée, à moins qu'ils changent de machine. Puis, qu'est-ce que je dis à mes patients, souvent, c'est l'évolution qui est la plus importante. T'sais. Si on fait un 0,05, après un 0,09, puis après un 0,13, puis, bien, ça, probablement que ça dénote une récidive. Ça veut dire qu'il y a une petite récidive qui augmente tranquillement. Par contre, si on a C en haut, en bas, en haut, en bas, ça se peut que ce soit juste les problèmes du laboratoire. Aussi, quand on fait une prostatectomie, le but, c'est d'enlever toute la prostate. Mais tu sais, des fois, ça arrive qu'il y a quelques cellules, des fois, ça peut être cancéreux, puis des fois, ça peut être pas cancéreuses qui sont là, qui sont restées là, je veux dire, puis qui sécrètent un peu d'APS. Donc, l'APS peut être dans des petites valeurs, mais souvent, cet APS-là, comme chez quelqu'un de normal, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas eu de cancer et qui n'a pas eu de traité, bien, l'APS va rester relativement stable. D'où l'importance que c'est le suivi qui est le plus important. Parfait, très bien. On va aller un petit peu avec la radiothérapie. Donc, la personne a terminé 5 traitements de radiothérapie il y a 10 jours. OK, pour un cancer, là, c'est un T2A, glycine 4,3. OK, un petit peu moins favorable ici. Et puis, il a eu sa deuxième injection d'hormonothérapie il y a 5 jours. OK? Il dit, je dois prendre 1 ou 2 comprimés de Flomax chaque jour pour uriner et je dois uriner à chaque heure du jour et nuit. Est-ce normal dans les circonstances et est-ce que cela devrait normalement cesser bientôt? Oui, comme je dis tantôt, là, les traitements de radiothérapie, lorsqu'on les reçoit, puis je suppose que le patient a reçu là, la radiothérapie, le SBRT, là, ultrafractionné, comme on dit, c'est-à-dire juste les 5 traitements. Possiblement que c'est pour ça qu'il y a plus de symptômes urinaires actuellement. Il vient de le finir, il est encore dans la période assez fraîche là, après le traitement. Donc, c'est parfaitement explicable par ça. Puis comme je disais tantôt, souvent, la majorité des gens qui ont des symptômes urinaires après la radiothérapie, ça augmente, puis ça finit par se rabaisser. Ça prend quelques semaines, des fois un mois ou deux, puis ça finit par parler. On leur donne des médicaments comme le tamsulosin ou le Flomax. Des fois, on monte ça à 2 comprimés le temps que l'inflammation s'en aille. Puis la majorité récupère quand même assez bien. Par contre, d'un autre côté, il y a des patients qui reçoivent de la radiothérapie puis ils développent des symptômes visicaux, de l'urgence mictionnelle, ils développent une petite vessie, puis malheureusement, ils développent des symptômes qui vont nécessiter des traitements, des médicaments ou des chirurgies dans le futur. Mais actuellement, au stade où ce qu'il en est, je ne serais pas trop inquiet, c'est encore proche de la radiothérapie, puis je ferais juste laisser le temps, laisser au temps de faire ces choses. Parfait. On a une dernière question, ce n'est pas la moindre parce qu'on nous l'a souvent posée. Ça a à voir encore une fois avec la chirurgie. Pourquoi, quand on enlève la sonde,
les hommes ne sont pas capables d'arrêter d'uriner, d'avoir le contrôle de leur urine? C'est une bonne question. Puis je vous dirais que si je posais cette question-là à plusieurs urologues, chacun dirait que tel facteur est plus important que l'autre. Il y a quelques facteurs que je peux énumérer. Premièrement, la prostate en tant que telle. La prostate, c'est comme un sphincter. C'est un peu une partie du sphincter interne qu'on appelle. C'est comme un peu une résistance hein, à notre fonction urinaire chez les hommes. Fait que quand on enlève ça, bien, c'est sûr qu'il faut se réhabituer à se fier seulement sur notre sphincter externe. Le sphincter externe, c'est vraiment le sphincter qu'on appelle le gros sphincter. C'est le sphincter qu'on peut volontairement contracter. Là, assis dans une chaise, dans son voiture, on peut contracter ce sphincter-là. D'où l'importance de faire ces exercices-là avant la chirurgie et après la chirurgie pour vraiment développer ce sphincter-là. Donc, ça, c'est la première raison. En enlevant la prostate, on enlève un peu de ce support-là. Il y a aussi le fait que quand on enlève la prostate, mais le bout de la prostate, il est très, très proche de ce sphincter-là, le gros sphincter que je vous disais. C'est sûr qu'en allant couper dans cette région-là, on essaie de rester le plus loin possible, mais c'est des structures qui sont pratiquement fusionnées l'une dans l'autre. En enlevant la prostate, on endommage un peu le sphincter. C'est comme faire une chirurgie de l'épaule, puis il faut refaire des exercices pour réavoir la mobilité. C'est un peu la même chose. Il faut récupérer cette certaine force de notre sphincter pour pouvoir mieux contrôler ses urines. Puis il y a quelques d'autres petits aussi facteurs, là, la préservation des nerfs autour de la prostate. Il y en a qui pensent qu'en gardant mieux les nerfs, on a probablement une meilleure fonction nerveuse de nos muscles, donc on peut mieux contracter. Fait que tout ça, tous ces petits facteurs-là surajoutés un par-dessus l'autre font en sorte que malheureusement, il y a une période qui est plus ou moins longue là, d'incontinence d'effort. Avant de conclure officiellement, là, quel conseil donneriez-vous aux hommes qui appréhendent le traitement du cancer de la prostate en raison des effets secondaires, Dr. Anna? Probablement, le conseil que je leur donnerais le plus, c'est de s'informer au maximum. Parce qu'une fois qu'on est informé, on est souvent moins anxieux lorsque les effets secondaires nous arrivent parce qu'on s'y attend puis on sait un peu comment les gérer. Souvent, les patients qui sont le moins informés, parce qu'il y a quand même une limite des choses qu'on peut dire en clinique. Malheureusement, on ne peut pas passer 3 heures un webinaire avec chaque patient lorsqu'on est diagnostiqué un cancer de la prostate. Puis malheureusement, l'anxiété fait en sorte qu'on oublie 3/4 des choses. Puis, en allant lire soi-même le livre de Procure, de se renseigner sur le site, bien, on est capable de mieux se préparer à ça, puis mieux contrôler ces symptômes-là, puis faire des différents types d'exercices et ainsi de suite pour pouvoir mieux contrôler les effets secondaires. Donc, ce serait probablement ça pour un cancer localisé, c'est ça que je dirais à un patient, de s'informer le plus possible. Parfait. Bon, bien, écoutez, on arrive à la fin de notre webinaire. Tout d'abord, votre opinion compte. Alors, ne quittez pas tout de suite, s'il vous plaît. Là. Lorsque vous allez quitter la web diffusion, vous allez être invité à remplir un sondage, puis vous n'avez qu'à cliquer sur Continuer. Ça serait vraiment génial d'avoir votre opinion. En deuxième lieu, écoutez, un énorme merci au docteur Anna pour votre précieux temps. C'est un gros webinaire parce que ce n'est pas un webinaire qui dure 45 minutes là, ou 60 minutes. Ça dure 1h45. Puis la majorité du temps, c'est vous qui parliez. Alors, mais c'était excellent. Puis la présentation, de toute façon, va être disponible. Alors, et le webinaire et la présentation vont être disponibles et envoyés là, à tous ceux qui veulent le revoir. Là. On va faire une communication là-dessus de toute façon. Et puis, en passant, le docteur Anna fait partie de notre comité de validation. Puis, si vous trouvez que le contenu du site Web est excellent, bien, lui également l'a révisé pour justement qu'on soit à la fine pointe de l'actualité. Oh, ouais. Tout à fait. Sinon, les questions qui sont en suspens, mais il n'y en avait pas beaucoup, vont être répondues dès demain par l'infirmière de garde. Et puis, le prochain webinaire, bien oui, parce qu'on a un autre rendez-vous, bien lui, il va avoir lieu le 9 novembre prochain.
Je vous informe par contre qu'il va être en anglais. Puis, il sera question là, des nouvelles thérapies pour le cancer de la prostate avancé avec l'uro-oncologue Armen Aprikian du Centre hospitalier universitaire McGill. Alors, écoutez, soyez des nôtres. Consultez évidemment le site Procure pour voir tout ce qui est prévu au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Évidemment, procurez-vous le nœud papillon. Vous avez juste à aller sur le site de Procure, puis vous allez le trouver facilement. Il est absolument magnifique. Je m'occupe de vous, Dr. Anna, pour ça. Ouais. Et puis, encore une fois, je voulais vous remercier infiniment pour votre temps. Ça a été très apprécié. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Si j'ai pu aider quelqu'un ou renseigner, ça m'a fait vraiment plaisir de vous aider. Puis, je écho ce que vous dites. Je pense que le site web Procure, c'est important pour les patients d'aller lire là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Tout à fait. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Bonjour. Au revoir. Alors, c'était Marie-Christine Beauchemin pour Procure en parle. À bientôt et on se revoit le mois prochain.